Salut, salut, salut. Comment ça va? Comment il est tout le monde? Et c'est bon. Vous m'entendez bien? Oui, tout le monde va bien. Alors, qui est là ce matin? Salut à tout le monde. Salut à tous. Vous avez vu le titre, hein? Vous avez vu le titre? Je vous l'avais dit la semaine dernière et je vous l'ai redit mardi. Euh, j'ai pris la décision que jusqu'à l'élection présidentielle, le jeudi, on allait faire un peu le tour des propositions des candidats. Donc là, ce matin, je vais axer sur l'économie, sur voilà, tout ce qui est pouvoir d'achat, les salaires. On va pas tout traiter, évidemment, hein. On va pas parler des retraites, des réformes du chômage, de tout. On peut pas tout faire en 1h30. Donc là, on va principalement parler des propositions pouvoir d'achat, SMIC, salaire, etc. On va analyser tout ça et on fera ça tous les jeudis jusqu'à pendant un mois. Voilà, parce que le premier tour c'est le 10 avril en France. Alors que vous soyez français ou non, ça va vous intéresser parce que du coup, si vous n'êtes pas français, ça vous permettra de comparer un peu à ce qui se fait chez vous. Notamment, là, on va commencer tout de suite avec les propositions d'augmentation du salaire minimum. Donc s'il y a des non-français dans le chat, ça peut être cool parce que du coup ça permet aussi d'avoir des petites comparaisons avec la Suisse, le Luxembourg, le Québec, tous les pays francophones d'Afrique et du monde entier. Voilà. On va parler de tout ça, on va parler de plein de choses, donc j'ai préparé mon petit truc. Je suis assez content parce que on n'a jamais parlé de politique sur Twitch. Et là, on va pas vraiment, entre guillemets, parler de politique. On va juste analyser les propositions. Voilà, on va pas dire faut voter pour lui, faut voter pour l'autre. Vous le savez, moi j'accepte tout le monde et je m'en fiche qu'il y ait des gens qui votent pour à l'extrême gauche ou l'extrême droite, ou le milieu, ou le centre, ou le côté, ou le machin. Moi j'en ai rien à faire. Même les gens qui ne votent pas, j'ai envie de vous dire, vous êtes les bienvenus, même si en soi, je vous invite quand même à voter. Hein, la politique, c'est un sujet important. Voilà, donc on va parler un peu de tout ça. Parce que pourquoi la politique, c'est important? Parce que c'est ce qui fait que, c'est ce qui guide nos vies. Hein, voilà, hein. Sans politique, il n'y aurait pas de retraite, de chômage, d'aide sociale notamment, si on veut rester que sur l'aspect très socialiste, il n'y aurait pas de... Voilà, hein. Sans gouvernement, il n'y aurait pas de pays... comment vous dire ça? Sécurisé, entre guillemets, voilà, hein. C'est ça. Sans gouvernement et sans hommes politiques et femmes politiques, ça partirait vite en cacahuète, bien évidemment, hein. Regardez certains pays en Afrique gérés par les mafias et les milices, etc. Regardez les dictatures d'Amérique du Sud ou de Corée du Nord ou autres. Regardez la Russie, voilà, ou la Chine, voilà, où il n'y a pas vraiment de politique en fait. Hein. En Russie et en Chine, il n'y a pas d'opposition. Voilà, c'est toujours les mêmes depuis des années. Donc voilà, j'ai sorti le chapeau. Voilà. J'ai sorti le chapeau parce que je suis pas coiffé, mes cheveux partent un peu en cacahuète. Voilà, voilà. Donc, est-ce que j'ai bien bûché mon sujet, Caro? On va voir. Hein. Voilà, moi, je vais vous dire comment je fonctionne, moi, quand à chaque élection présidentielle arrive en France. Hein. Donc, c'était en 2017 maintenant. Donc là, 5 ans plus tard, 2022. Je vais vous expliquer un peu comment moi j'aborde chaque élection. Il y a Aurélie, qu'est-ce qu'elle nous dit Aurélie? J'ai eu du mal à faire ma procuration, ça se fait en ligne maintenant, mais comme je n'ai ni numéro de sécurité sociale, ni impôt, rien ne marche. Ah bah alors là Aurélie, je peux pas te dire, hein. Je sais pas comment ça marche, je sais pas où t'habites Aurélie. Je sais que tu peux faire procuration pour voter. Je sais que même si tu es à l'étranger, Aurélie, tu peux voter dans les ambassades françaises. Ça, je le sais. Après, les histoires de procuration, alors ça, pour les gens qui sont pas en France en ce moment parce qu'ils sont en voyage Erasmus
qui travaillent à l'étranger, tout ça, je sais pas du tout comment ça marche. C'est vrai que les procurations, c'est un sujet que j'ai jamais... voilà. Caro, t'es pas d'accord avec ça? Avec quoi? Qu'est-ce que j'ai dit qui fait que t'es pas d'accord avec ça? Ah, t'es pas d'accord avec le fait que sans gouvernement, un pays ne pourrait pas être géré? Ah, bah alors là, Caro, on part sur des mauvaises bases, hein. Donc toi, t'es pour... toi, Caro, si t'es pas d'accord avec ça, ça veut dire quoi? Donc t'es pour les pays qui se gèrent, voilà, qui pourraient très bien se gérer sans personne, toi. Toi, t'es un peu dans ce mode-là, toi. Absolument pas. Donc Laura, elle dit, je suis contente que tu fasses ce sujet parce que j'ai la flemme d'analyser les programmes, mais c'est super important. Eh ben tu vois Laura, je vais te dire exactement. Je suis comme toi Laura. Moi je suis, à chaque fois qu'il y a des élections présidentielles, je vote à chaque fois, bien évidemment, mais par contre je vais avoir la flemme de lire chaque programme, franchement. Hein. Surtout que là ils sont 12, si je dis pas de bêtises. Candidats, il y en a, voilà, dont j'avais absolument jamais entendu parler. Faut dire ce qui est. Après, il y a toujours les mêmes qui reviennent, mais il y a aussi des nouveaux. Voilà, chez les écologistes, il y a Yannick Jadot. C'était, voilà, c'est une nouvelle tête, plus ou moins, à la présidentielle. Après, il y en a qui sont toujours là. Hein. Voilà, on va les citer. Euh, je- Nicolas Dupont-Aignan, il est toujours là. Bon, voilà. Après, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, Nathalie Arthaud. Là, il y a une nouvelle cette année, c'est Anne Hidalgo. Alors, bon, voilà, Anne Hidalgo, Parti Socialiste, Valérie Pécresse, qui représente la droite, Éric Zemmour, que les gens n'avaient pas vraiment vu venir. Hein. Personne ne s'était dit, il y a encore un an en arrière, que Éric Zemmour allait vraiment être candidat. Donc voilà. Donc c'est une élection qui est intéressante dans le sens où il y a des candidats, ouais, notamment Zemmour, qui arrivent. Pour moi, Zemmour, c'est un peu la surprise, comme Macron était la surprise de 2017. C'est-à-dire que Macron, personne ne l'avait vu venir. Hollande, notamment, François Hollande, n'avait pas vraiment senti le coup arriver. La traîtrise de Macron, qui était au gouvernement de François Hollande, rappelez-vous, hein, Emmanuel Macron, il était au gouvernement de François Hollande. C'est François Hollande, président de l'époque, qui a fait grandir Emmanuel Macron, plus ou moins, même si Emmanuel Macron c'est pas quelqu'un qui est venu de nulle part, tu vois. Mais c'est François Hollande voilà, qui publiquement a fait exister Emmanuel Macron, parce qu'avant personne ne le connaissait, du grand public, tu vois. Et il y a eu ce petit coup là que il est arrivé, il a fait son parti, tac tac, en un an, et bim, c'est parti, en marche et tout, bam, il est élu. Zemmour, c'est pas du tout le même profil évidemment, mais cet aspect surprise, moi perso, je les mets un peu au même niveau. Je ne pensais pas que Éric Zemmour allait être candidat en 2022, et je pensais pas non plus qu'il allait faire autant, plaire à autant de gens, de même que je pensais pas qu'Emmanuel Macron allait plaire à autant de gens en 2017. C'est pour ça que je les place un peu au même niveau, ce niveau de voilà. Qu'est-ce qu'ils font là? Personne s'y attendait, ils sont là. Et c'est intéressant. 2017, par exemple, c'était une élection magnifique. Hein. Macron et Marine Le Pen au deuxième tour. Là, c'était le feu d'artifice de la surprise. Tu te dis, mais comment c'est possible? Où est la droite? Où est la gauche? Il n'y en a plus. Macron, oh là, et Marine Le Pen. Enfin, moi, j'ai trouvé ça fantastique. Je dis pas que Marine Le Pen ou Emmanuel Macron sont des candidats fantastiques. Je dis juste que la situation était très intéressante. Alors, je vous lis. Poutou, on l'oublie toujours, lui. Ah non, mais Poutou, il est toujours là, hein. Ah, mais on l'oublie pas, hein. On n'oublie pas notre copain du NPA, Philippe Poutou, du nouveau parti anticapitaliste. Il est toujours là, Philippe Poutou. Même si avant Philippe Poutou, c'était Jean Besancenot, c'était Olivier Besancenot, si je dis pas de bêtises. Olivier Besancenot. Je crois que c'était Olivier, oui. Enfin, c'est Besancenot, c'était le fameux facteur des anticapitalistes. Et Philippe Poutou, il a pris la relève de Besancenot. Et Poutou, si je dis pas de bêtises, il travaille dans... Enfin, il travaillait, hein, parce que, voilà... Besancenot, on a toujours dit, c'est le facteur
de l'extrême gauche. Et Philippe Poutou, on le présente aussi comme l'ouvrier. Je crois que Philippe Poutou, il travaillait dans une usine de pneus, je crois, ou je ne sais plus. Voilà. Mais voilà. Faut pas oublier que c'est des hommes politiques. Hein. C'est pas un facteur ou un ouvrier d'une usine Renault. Hein. Voilà. Hein, ça reste des hommes politiques. Hein. Voilà. Ils font pas ça bénévolement. Hein. Et bien évidemment que Besancenot, c'est pas le mec qui va aller distribuer le courrier dans ta boîte aux lettres. Hein. Il a été facteur, mais voilà. Alors, qu'est-ce que vous nous dites? Je vous lis, je suis en retard dans le chat, vous parlez bien, c'est cool, j'aime beaucoup. Jean Lassalle a dit qu'il ne souhaitait plus se présenter. Ah, Jean Lassalle, du coup, il arrête, parce que pour l'instant, je l'ai toujours, moi, dans mes fiches, donc... Il y a Curly qui dit que Jean Lassalle, apparemment, ne se présentait plus. Ok. Bon, bah, j'ai pas vérifié ça, mais... En Belgique, vous avez eu 249 jours sans gouvernement, record du monde. Ouais, mais j'ai vu ça, Marvini. Une fois, je suis tombé sur la vidéo d'un humoriste belge sur YouTube, enfin d'un youtubeur belge, et c'était très drôle d'ailleurs. Il parlait c'était un sketch où il parlait de la France et de la Belgique. Et puis à un moment donné, et puis j'ai vu une autre vidéo où il parlait de la Belgique et il expliquait à quel point c'était le bordel en Belgique parce que vous avez un gouvernement national, mais un gouvernement fédéral, etc. Puis en plus, vous avez la Wallonie et les Flamands, Wallons, etc. Et alors, il avait fait une vidéo là-dessus, et c'était à mourir de rire parce que c'est vrai que c'est pas facile en Belgique. C'est un petit pays, mais et c'est vrai que bah, vous avez plusieurs... bah voilà, c'est normal, chaque pays fait comme il veut. Hein. Alors... Poutou, il a eu ses parrainages, lui, je crois. Hein. Il a eu ses parrainages, Philippe Poutou. Hein. Philippe Poutou, c'est le NPA, Nouveau Parti Anticapitaliste, Caro. Franchement, je pense que Philippe Poutou, il aura toujours ses parrainages. Hein. Franchement. Oh, toujours. Moi aussi, je pensais que c'était une blague Zemmour au début, Nidouyak Soubou. Il y a Curly qui prévoit un second tour Macron-Zemmour. Il y a Rita qui dit parle pas de malheur, je préfère Macron-Le Pen que Macron-Zemmour. De toute façon, on peut pas prévoir, hein. On peut pas prévoir, mais après c'est intéressant de voir vos prévisions. Moi, je prévois un second tour. Je pense que, honnêtement, je vois moi un second tour Macron. C'est sûr que Macron sera au second tour contre Valérie Pécresse. Moi, je pense que Valérie Pécresse, elle va passer au second tour parce que la campagne va s'accélérer maintenant. Et malgré tout ce qu'on a beau dire, Zemmour vole beaucoup de voix à Marine Le Pen. Ils se cannibalisent tous les deux. Il y a beaucoup de gens pas du Front National, du Rassemblement National qui rejoignent Zemmour. Mais il y a encore beaucoup d'électeurs de Marine Le Pen qui lui resteront fidèles. Et ce qu'elle a fait, Marine Le Pen, en 2017, je pense qu'elle ne pourra pas le refaire parce que Zemmour va lui voler pas mal d'électeurs. Zemmour, en fait, c'est, je pense, la surprise et aussi le maillon faible de cette élection. Mais c'est aussi grâce à Zemmour, je pense, que la droite va réussir de nouveau à atteindre le second tour. Parce que, bah, il y a 5 ans, voilà, hein, la campagne a été foutue pour la droite avec l'affaire Fillon, enfin, tous ces machins-là. La gauche, malheureusement pour eux, la gauche, il n'y a plus personne, il faut dire ce qui est. Enfin, voilà. Tous les électeurs de gauche le savent, mais personne n'ose se l'avouer. Jean-Luc Mélenchon, je pense qu'il y a beaucoup d'électeurs de gauche qui ne peuvent pas le supporter, donc ils continuent de voter pour les écologistes, pour Yannick Jadot, ou pour Philippe Poutou, ou pour Nathalie Arthaud, ou pour d'autres. Donc je vois absolument pas Jean-Luc Mélenchon passer le second tour. Il a presque réussi en 2017. Je comprends sa frustration parce qu'il a presque réussi. C'est Marine Le Pen qui est passée. Ça se joue à pas grand-chose. Mais là, cette année, Zemmour, il va cannibaliser Le Pen. Ils passeront pas. Celle qui va passer, c'est Pécresse, à mon avis. Je pense qu'elle va passer parce qu'elle est beaucoup plus solide que Fillon ou que... Ah mince, j'ai oublié pourtant... Le maire de Bordeaux, là, Juppé, elle est plus solide parce qu'elle est plus jeune, parce que c'est une femme, parce que, faut dire ce qu'il y a, il y a des gens qui en ont marre des vieux en politique, donc Valérie Pécresse est plus jeune que Juppé,
ou même que Mélenchon, ou même que Marine Le Pen, quoique je sais pas, mais elle m'a l'air plus jeune. Après, j'ai pas vérifié son âge. Voilà, après, moi je vois ça comme ça. Je pense que Pécresse va réussir à récupérer certains électeurs qui avaient voté pour Marine Le Pen en 2017, mais qui en fait, ils ont été déçus par Marine Le Pen, il faut dire ce qui est. Mais parce qu'il y a plein de gens qui ont voté pour Le Pen qui de base étaient des électeurs de droite ou même de gauche. Hein. Marine Le Pen, elle a réussi à conquérir énormément d'électeurs en 2017. Hein. Faut dire ce qui est. Hein. C'est pas un petit parti, hein, le Rassemblement National. Hein. Voilà, elle a fait le second tour. C'est pas rien. C'est pas que les racistes historiques qui votaient pour Jean-Marie Le Pen il y a 20 ans en arrière. Plus du tout. Hein. C'est plus du tout les mêmes électeurs. Hein. Et donc, elle a réussi à capter pas mal d'électeurs de droite, de gauche, d'un peu de partout. Mais je pense qu'elle va en perdre beaucoup, Marine Le Pen. Il y en a pas mal qui vont aller chez Zemmour. Ceux qui vont aller chez Zemmour, c'est ceux qui vont être plus attirés par l'aspect immigration, sécuritaire, voilà. Hein. Voilà, vous voyez un peu ces sujets-là. Et tous ceux qui ont voté pour Marine Le Pen parce qu'ils ne savaient pas trop où se situer, Marine Le Pen, elle avait beaucoup de social aussi dans son programme, hein, vous savez. Hein, je pense que eux, ils vont soit retourner vers Jean-Luc Mélenchon, ou il y a aussi des électeurs de droite qui avaient un peu boycotté la droite parce que c'était un peu le bordel, faut dire, en 2017. Hein, les électeurs de droite qui étaient fans de Sarkozy, par exemple, depuis que Sarkozy est parti, ils ne s'y retrouvent plus. C'est le bordel, ils savent plus. Il y avait Juppé, Fillon, voilà, hein, Copé, tout ça. Je pense que ils vont se retrouver un peu plus dans Valérie Pécresse. Donc moi, bon, après, je vais sûrement me tromper. Mais voilà, il y a Macron contre. Soit ça sera Pécresse, soit Zemmour, soit Le Pen. Mais moi, je mets ma pièce sur Pécresse. Après, on verra. On verra. Donc vous dites, Pécresse, non, je pense pas. Nathalie Arthaud qui va gagner. Non, alors si Nathalie Arthaud elle passe, elle fait quelque chose là. Y a Rita qui demande si Zemmour a obtenu ses 500 signatures. Il y a Caro qui répond et qui dit que oui, il en a presque 700. Mais là, les candidatures qui sont... Rita, les candidatures, là, elles sont officialisées. Hein. Il n'y a plus d'histoire de 500 signatures, c'est fini ça maintenant, hein, je crois. Hein. C'est vraiment... je crois que là, c'est bon. Hein. Tous les candidats qui sont là sont candidats. Et on le voit, vous le voyez maintenant devant vos mairies, là, vous avez les 12 panneaux. Hein, il y a les 12, hein, donc voilà. Après, ceux qui veulent se retirer en cours de route, comme apparemment Jean Lassalle, bon ben voilà, ils seront plus 12, ils seront 11, mais... Penses-tu que ça vaut le coup de voter, nous dit Aurélie, pour ses convictions, même si c'est des petits partis, écologie, Mélenchon par exemple. Alors Mélenchon, c'est pas un petit parti, hein. Mélenchon il est gros, hein. Attention, hein. Il y a 4 gros partis en France, enfin il y a 4 gros candidats, moi à cette élection, c'est Macron, Pécresse, Mélenchon, Le Pen, enfin Le Pen, Zemmour, je les mets ensemble, parce que malheureusement, à mon avis, ils vont se manger. Mais Mélenchon, c'est un gros candidat, hein. Mais je pense qu'il passera pas. Alors, Aurélie, elle pose la question, est-ce que tu penses qu'il vaut mieux voter pour ses convictions? Je pense que du coup, Aurélie a des convictions écologiques. Ou est-ce qu'il vaut mieux voter stratégique pour éviter de se retrouver encore avec Le Pen au second tour? Alors déjà, Aurélie, moi, pour répondre à cette question-là, je pense qu'effectivement, il y a les deux écoles. Il y a des gens qui votent pour leurs convictions au premier tour parce que ils veulent donner des voix à Philippe Poutou, à Nathalie Arthaud, à Nicolas Dupont-Aignan, à j'en oublie, hein, à Jean Lassalle, à Anne Hidalgo, à Yannick Jadot, si t'es de fortes convictions écologistes. Je pense que c'est bien de voter pour son candidat de cœur au premier tour, parce que déjà, les candidats, faut dire ce qui est, si tu veux qu'un candidat reste et continue d'exister dans le paysage politique, il faut lui donner des voix dans le sens où, voilà, c'est le jeu de la politique, hein. Plus ils ont de voix, plus ils peuvent avoir des subventions, des remboursements de frais de campagne. En gros, tu participes à la vie politique du parti pour lequel tu as un cœur, voilà. Si pour toi, Nicolas Dupont-Aignan, c'est quelqu'un que tu as envie d'aider parce que, voilà, je sais pas pourquoi, peu importe, le fait de voter pour les plus petits, entre guillemets, ça les aide dans le sens où, voilà, ils vont avoir plus de subventions, plus d'aides financières et tout ça, machin. Mais ensuite,
Il y a aussi la deuxième école, effectivement, comme tu dis Aurélie, il y en a qui se disent, moi, je vais pas voter pour mon candidat de cœur, je vais voter contre un tel. Donc stratégiquement, si je veux pas que Zemmour soit au deuxième tour, qu'est-ce que je fais ? Je vote pour Marine Le Pen, par exemple. Il y en a qui vont avoir cette réflexion-là, qui vont se dire, absolument pas de Zemmour au second tour, vaut mieux voter pour Le Pen. Ou alors, vaut mieux voter à fond pour Pécresse. De toute façon, c'est simple, Si tu veux vraiment partir dans cette stratégie-là, de se dire, c'est sûr que Macron, il y sera, même s'il y en a qui disent, ah bon, pourquoi c'est sûr que Macron, il y sera. Un président sortant est tout le temps au second tour, faut dire ce qui est. C'est une grosse désillusion si Macron n'y était pas, pour lui, et pour les statistiques même. Voilà, après, si toi, Aurélie, t'as pas envie qu'il y ait de Zemmour ou de Le Pen au second tour, tu votes pour Mélenchon ou pour Pécresse. Voilà, tu vois. Après, c'est vraiment comme tu veux. Et encore une fois, j'ai envie de te dire, pourquoi est-ce qu'un Le Pen ou un Zemmour au second tour, ça serait forcément catastrophique pour la France ? Moi, je suis pas... Pour moi, si on a un second tour Macron-Le Pen, je trouve pas ça catastrophique. Si on a un second tour Macron-Zemmour, je trouve pas ça catastrophique non plus. C'est pas ça qui va me faire dire, oh là là, la France est en danger. Pas du tout. C'est juste la politique. La politique. Et j'ai envie de vous dire, moi je vais même plus loin. Si Jean-Luc Mélenchon est élu président de la République, je serais très content. Si Marine Le Pen est élue présidente de la République, je serais très content. Même si c'est Zemmour, je serais très content. Pas dans le sens où je vais sauter de joie, mais dans le sens où je vais trouver ça super intéressant. Je vais me dire, attends, là on va passer 5 ans de folie. C'est-à-dire qu'on va passer de tout à son inverse. Et moi j'aimerais ça. J'aimerais qu'il y ait des Mélenchon, des Le Pen qui soient élus présidents. Parce que c'est des gens qui sont tellement à l'opposé de tout ce qu'on a eu depuis tout le temps, que je me dis ça peut être très intéressant, tu vois. Et je vous dis pas que je vote pour Mélenchon, pour Le Pen ou pour Zemmour, je dis juste que ça peut être des idées intéressantes, voilà. Alors, hier apparemment elle était sur C8, c'est vrai que sur C8 il y a pas mal d'émissions politiques en ce moment, que je ne regarde pas, donc je ne suis pas au courant. Il y a Adeline qui pense que ça sera Le Pen Macron au second tour. Je connais pas le programme de Pécresse, nous dit Rita, du coup j'ai pas d'avis sur elle. Effectivement, voilà, Rita, c'est bien ce que tu dis. Souvent les gens ils ont des avis basés sur des on-dit. Il y a des gens qui n'ont jamais lu le programme de Marine Le Pen et qui ne voteront pas pour elle parce qu'ils considèrent que Marine Le Pen c'est quelqu'un de raciste. Ils ont ça en tête, ils votent pas pour elle. Il y en a qui votent pas pour Jean-Luc Mélenchon parce qu'ils considèrent que c'est un mec d'extrême gauche qui est favorable à la révolution, qui va avoir des idées anticapitalistes et révolutionnaires, alors que pas forcément. Chaque candidat a des très bonnes idées. Et des fois, effectivement, Rita, si on n'a pas d'avis sur une personne, si on ne connaît pas le programme, effectivement, on ne peut pas se dire c'est un con ou c'est pas un con, tu vois. C'est un bon ou c'est un mauvais, tu vois. Alors, il y a Célia qui dit, il y a une application qui est pas mal, ça s'appelle Élysée, Élysée EZ. Ça te permet, en répondant à des petites questions, de voir vers quel candidat tu t'orientes. C'est assez ludique et assez sympa. Ok, Célia, merci beaucoup pour l'info. Élysée, je regarderai ça. Enfin, après, faut voir si c'est pas trop orienté. Est-ce que c'est vraiment impartial ? Voilà. Il y a Curly qui dit c'est fini pour Mélenchon, il est trop vieux, les gens veulent du renouveau. Je suis un peu de cet avis. Aussi. Il y a Cécile qui dit le problème c'est que si tu es de gauche, tu votes comment ? Tu votes pour qui stratégiquement ? Que ce soit Pécresse ou Le Pen au second tour, ça me change rien. Et je me vois pas voter pour Pécresse. Si t'es de gauche, de toute façon, tous les gens de gauche devraient voter et s'allier pour voter pour le même candidat. Mais voilà, après c'est le gros problème de la gauche depuis des années, c'est qu'à gauche, il y a Mélenchon, il y a les écologistes, il y a Anne Hidalgo là, qui vient s'y mettre avec le Parti Socialiste, il y a les communistes avec Florian Roussel, il y a Nathalie Arthaud, il y a Philippe Poutou, toute la gauche, il y a trop de candidats à gauche, trop. Et voilà, à droite, la vraie droite entre guillemets, là, t'en as qu'un, c'est Pécresse, t'en as qu'une, et après, un petit peu plus à droite,
tu as Marine Le Pen, Nicolas Dupont-Aignan et Éric Zemmour, qui est lui, on peut dire vraiment très à droite. Voilà. Et si on doit les mettre sur une échelle. Donc là, on va faire... Et il y a Taïtidu qui dit « Tu veux pas nous faire un petit tour des candidats avec leur idée générale, un genre de la présidentielle pour les nuls ?» C'est exactement ce qu'on va faire là, Jus. Ce matin, on va analyser essentiellement les propositions économiques des candidats. Il y en a qui n'ont pas encore dévoilé tout leur programme, Macron notamment. Je crois que son programme... Je me demande si le programme de Macron n'est pas sorti là il y a peu. Ou s'il va sortir là. Mais c'est dans pas longtemps. Dans pas longtemps. Il y a Caro qui est d'accord avec ce que j'ai dit. Ça va être la fiesta si on a Le Pen ou Mélenchon ou Zemmour élu président. Ouais, non bah oui, c'est clair. Hein. Il y a Cécile qui dit l'application Élysée c'est bof, les propositions et les questions sont parfois mal tournées selon moi. Elle nous dit Cécile. Ouais, ça dépend. Et il y a Loutre qui utilise cette application et qui la trouve géniale. Bon après voilà, allez voir, pourquoi pas. Pourquoi pas, allez voir. Donc là, effectivement, on va partir sur une petite analyse des programmes. Alors, moi, comment je fais quand il y a une élection présidentielle, c'est que je suis comme vous, je vais pas lire les programmes de tous les candidats, parce que déjà, j'ai la flemme. Le Macron, il a dit que son programme allait faire 24 pages. Donc, j'ai pas que ça à faire de lire 24 pages de programme de Macron. C'est pas très long, 24 pages, hein, pour les lecteurs. Pour moi non plus, c'est pas très long. Enfin, 24 pages, ça se lit assez vite. Mais si je lis le programme de Macron, il va falloir que je lise celui de Pécresse, de Mélenchon, de Zemmour et de Le Pen. Voilà. Vous avez compris, c'est les cinq gros acteurs de cette campagne. Vous allez le voir dans les médias, ils seront à 5 dans les gros débats. Ça sera ces 5-là. Hein. Pécresse, Zemmour, Le Pen, Mélenchon, Macron. Voilà, ça sera les 5 plus gros candidats. Il y en a toujours qui crient au scandale parce que du coup les plus petits sont moins médiatisés, etc. Bon, vous l'avez bien vu en 2017, on avait fait un débat avec tous les candidats. Il y a Philippe Poutou notamment qui est arrivé sur le plateau. Alors le débat était magnifiquement bien fait, hein, d'un point de vue télévisuel, c'était vraiment bien fait. Tu avais tous les candidats, je ne sais plus combien ils étaient en 2017, mais ils étaient tous là. Chacun avait son pupitre. Derrière, ils avaient des membres de leur campagne, voilà, hein, les porte-paroles, les directeurs de campagne et tout ça. Ils avaient leur petit chronomètre. Franchement, c'était bien fait. Le débat du premier tour où il y a eu tous les candidats, il était vraiment très bien fait. Moi, je l'ai regardé, je l'ai trouvé super. Par contre, voilà, faut dire ce qui est. Jean Lassalle, il était là, il a pas sa place. Il a fait rire tout le monde sur les réseaux sociaux. Il faisait rire même les gens sur les plateaux. Il y a des... Le problème quand tu débats avec les petits candidats, c'est qu'il y en a qui n'ont pas la stature, faut dire ce qui est, d'un homme politique. Alors, il y en a qui vont dire c'est quoi la stature d'un homme politique ? Bah, c'est un mec qui peut aller voir Barack Obama, Joe Biden, Donald Trump, pour ne citer que les présidents américains. C'est un mec qui peut aller voir Xi Jinping en Chine, là-bas, qui peut aller voir Poutine, qui peut aller voir Trudeau au Canada, qui peut aller voir Merkel. Enfin, non, c'est plus Merkel maintenant en Allemagne, c'est qui ? J'oublie toujours son nom au chancelier allemand. Mais voilà, un homme politique, c'est un mec qui peut y aller, qui peut parler géopolitique, crise, import, export, taxation, douane, guerre, avion, qu'est-ce qu'on fait, tac, tac, tac. Voilà. Donc ça, c'est des mecs, ils ont la stature. Faut dire ce qui est. Ensuite, à côté, il y a des petits candidats comme Jean Lassalle. Je le vois pas du tout face à Barack Obama ou face à Vladimir Poutine ou Donald Trump. T'imagines, quand il y avait Donald Trump aux États-Unis, il voit le président français, c'est Jean Lassalle qui arrive, qu'est-ce qu'il fait Trump ? Il rigole. Tu vois, c'est pas possible. Hein. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait une stature, qui soit là. Il faut qu'il y ait l'homme politique soit... Et cette stature-là. L'homme avec un grand H, hein. L'homme ou la femme politique, si vous voulez, mais voilà, vous avez compris. Il faut qu'il y ait une stature. Hein. Je vais citer aussi Poutou. Moi, ce qui m'a choqué, Philippe Poutou, c'est qu'il est arrivé au premier tour, il était avec un sweatshirt, quoi. Il avait un pull sur lui, je crois. Enfin, tu vois, c'est pas possible. Tu vois, c'est quand t'es au gouvernement, que tu fais la politique, que tu vas
discuter de choses parfois super graves, hein, avec des hommes politiques hein, voilà, tu peux pas y aller en sweatshirt et... Non, c'est pas possible. Tu vois, moi, Philippe Poutou, quand je l'ai vu en 2017, je me suis dit, ça va pas, il est pas coiffé, il arrive en pull, à un moment donné, non. Tu vois, tu peux pas... Mais je sais qu'il y en a qui veulent qu'on donne la parole aux petits candidats, il faut que tout le monde soit représenté, etc. Mais moi, je trouve que ça décrédibilise beaucoup la stature politique. Voilà. Après, c'est mon avis. Voilà. Et je sais qu'il y en a pour qui, non, l'habit ne fait pas le moine, etc. Mais non, tu mets pas Philippe Poutou face à Donald Trump ou Poutine, c'est pas possible, tu vois. Il y a Caro qui dit, moi je trouve souvent que c'est pas assez développé les programmes. Caro, les programmes que tu reçois dans ta boîte aux lettres, c'est vraiment des résumés, c'est sur 1 ou 2 pages. Par contre, Caro, si tu veux voir tous les programmes en entier, bah, tu vas le lire. Le programme de Macron, tu vois, il fait 24 pages. Donc je pense qu'il va être quand même assez détaillé. Et il y a sûrement des programmes qui sont plus longs. Mais en même temps, ils peuvent pas faire des programmes de 50 ou 100 pages parce qu'ils sont 12. T'imagines, s'il faudrait tout lire, ça serait beaucoup trop long. Donc là, ils synthétisent. Voilà. Et ce que tu reçois dans ta boîte aux lettres, c'est vraiment très synthétisé parce que ça tient sur une feuille. Hein, c'est du recto verso, c'est tout. Alors, il y a Atsubu qui dit, moi aussi j'ai adoré le débat du premier tour de 2017, c'était sérieux mais aussi drôle, on ne s'est pas ennuyé. Oui, non mais c'est ça. Donc, en Allemagne, c'est Olaf Scholz. Ah oui, c'est Olaf, ah ouais, non, mais Scholz, Olaf Scholz. J'arriverai pas à me rappeler de ce nom-là. Parce que j'ai tellement Angela Merkel en tête que Olaf Scholz, j'ai du mal, hein. Olaf Scholz. En plus, c'est dur à dire. Scholz. Olaf Scholz. Olaf Scholz. Olaf Scholz. Poutou peut aussi axer sur certains sujets pendant les débats et challenger les autres candidats, ça peut être intéressant, nous dit Stella. C'est vrai, effectivement, t'as raison, parce que Poutou va avoir cette nonchalance, effectivement, je suis d'accord avec toi, Stella, et qui peut lancer des fois des sujets, il va des fois avoir des remarques très tranchantes, effectivement, oui, je suis d'accord avec toi qu'ils sont intéressants dans les débats. Mais c'est pas eux qui vont jouer un rôle majeur, hein, voilà. Il y a Aurélie qui dit, c'est sûr qu'un duel Poutine contre Poutou dans le contexte actuel, je ne l'imagine même pas. Non mais c'est clair, non mais il faut dire ce qui est. Là, dans le contexte actuel, la guerre qu'il y a entre la Russie et l'Ukraine, si on avait aujourd'hui, comme président, j'allais prendre de l'eau, Nicolas Sarkozy, il aurait eu beaucoup plus de poids que Macron. Je dis pas que Macron a été mauvais dans la gestion de la crise, dans la relation qu'il a avec Poutine, mais je pense que Sarkozy, je trouve qu'il a toujours un peu mieux géré Poutine. Et je sais pas pourquoi, mais je le voyais mieux là. Je le voyais mieux dans cette gestion de crise. Même Hollande, même François Hollande, s'il était président là, je pense qu'il l'aurait un peu mieux géré. Le problème de Macron, c'est qu'il est un peu jeune. Enfin, il est jeune, hein, tout simplement, et qu'il a une très bonne stature. Franchement, Macron, il a l'étoffe d'un président. Voilà, quand tu le regardes, etc., il parle bien, il se laisse pas marcher sur les pieds, etc. Mais il reste quand même très jeune, et je pense que il y a beaucoup de politiques dans le monde qui sont du coup beaucoup plus vieux que lui, hein, voilà, hein, qui vont avoir 50, 60 ans, voire plus. Joe Biden, il a 70 ans. Est-ce que c'est bien d'être aussi vieux pour être président? Ça, c'est un autre sujet. Mais je pense que du coup, il voit un peu Macron comme le petit jeune qui est arrivé là un peu par hasard, et on lui donne du crédit, mais en même temps, pas trop. Alors que si c'était Sarkozy ou Hollande, des mecs qui sont un peu plus implantés, etc., je parle juste de nos anciens présidents, hein, voilà. Je pense que Poutine, voilà, ils auraient peut-être un peu mieux géré la situation, tu vois. Macron,
fait bien... Voilà. Donc... Il y a Cécile qui dit, j'avoue que dans le contexte actuel, je me contente de Macron. Il y a Roulia qui dit, depuis la guerre en Ukraine, Macron augmente de jour en jour dans les sondages, il n'y a pas de mystère. C'est pas la guerre en Ukraine qui fait que Macron augmente de plus en plus dans les sondages, absolument pas Roulia. Hein. Non, non. Hein. Non, je pense pas. Je pense que Macron augmente de plus en plus dans les sondages, tout simplement parce qu'on s'approche de l'élection présidentielle et que donc il commence il commence vraiment sa campagne, et donc c'est naturellement, ça a toujours été le cas. Les présidents sortants, au début, ils sont dans leur quinquennat, etc. En plus, là, la France, maintenant, est à la présidence de l'Europe, donc Macron, il a dû gérer cette présidence de l'Europe, etc., là, depuis 1 mois ou 2, je sais plus exactement. Et là, il commence vraiment sa campagne, il commence à apparaître un peu plus, vraiment beaucoup plus, et donc c'est pour ça qu'il monte dans les sondages. Mais c'est pas... Depuis qu'il y a cette guerre en Ukraine, que c'est pas parce qu'il y a la guerre que Macron, que les sondages font que Macron... Non, je pense pas. Il y a Rita qui dit Macron, il gère bien, je pense qu'il mérite de continuer ce qu'il a commencé. Il y a Moglinette qui dit je le trouve à la limite de la dictature quand même. Alors j'espère que tu parles pas d'Emmanuel Macron, j'espère que tu parles de Vladimir Poutine. Hein, parce qu'évidemment, Poutine, oui, il est à la limite de la dictature. Il est même... dans la dictature, parce qu'il y a la censure de tous les médias, la censure de tous les journalistes, la censure des réseaux sociaux, la censure d'Internet, la mise en prison de plein de gens. Voilà, évidemment... Ah, tu parlais bien de Poutine et pas de Macron, ok. ok, Moglinette, on est d'accord. Non, parce que je préfère préciser, parce que la semaine dernière, quand on a parlé des vaccins, il y a le terme dictature qui est venu beaucoup sur la table, mais voilà. Alors, c'est parti. Bon, ça fait déjà 30 minutes qu'on parle. Hein. Donc, on va analyser les propositions, vraiment, là, aussi, de tous nos candidats. Alors, pas de tous nos candidats, parce que ils n'ont pas encore fait tous des propositions sur plein de sujets, mais là, on va s'intéresser à la première. Donc là, vraiment, aujourd'hui, on va rester axé sur... l'économie, le pouvoir d'achat, les salaires, etc. Et après, la semaine prochaine, on s'intéressera peut-être à d'autres choses. Voilà. On va un peu passer en revue tous les grands sujets de cette campagne. Donc moi, je vous disais que je lisais pas tous les programmes des candidats. Et ce que je fais donc... je laisse les journalistes, à qui c'est le travail, le soin de lire en détail les programmes et d'en faire les résumés. C'est pour ça que je vais jamais lire en détail tous les programmes des candidats, parce que j'ai pas le temps, j'ai la flemme. Là, vous regardez ce live-là, et tous les lives du jeudi à venir, c'est aussi parce que vous êtes un peu dans cette même optique-là, de se dire, voilà, s'il y a un mec qui peut un peu me résumer ce qui se passe, ça m'arrange. Et moi, c'est pareil. Moi, je lis les résumés, donc je regarde à la télé ce qui se fait. Pour l'instant, je regarde pas trop les débats, je laisse un peu passer parce que j'ai pas forcément le temps de regarder, par exemple, ce que fait Cyril Hanouna là sur C8, le débat face à Baba ou face à Baba, je sais pas quoi. J'ai pas forcément le temps ni l'envie déjà. Cyril Hanouna, pour moi, il a pas du tout la stature d'un journaliste politique. Donc, bon, après, maintenant, C8 a pris tellement d'ampleur dans le monde télévisuel français que, bon, qu'est-ce que je peux vous dire ? Voilà. C'est très bien qu'il fasse de la politique dans Touche pas mon poste, hein, je dis pas l'inverse, mais parce que ça, du coup, ça permet aux jeunes de s'intéresser à la politique. Donc, c'est très, très bien. Mais est-ce que Cyril Hanouna est la personne qui va... Sûrement qu'il est très bon, hein. Là je parle sans connaître. C'est pour ça qu'il faudrait que je regarde un peu son émission. Mais ensuite je regarde les débats et je lis les résumés. Voilà, donc je lis les résumés. Donc il y a Le Monde là qui a fait, si ça vous intéresse, vous tapez. Donc Le Monde, ils ont sorti un décodeur, voilà. En gros, vous tapez élection présidentielle 2022, comparatif des programmes des 12 candidats officiels. Le Monde, et vous tomberez donc sur l'article que j'ai lu depuis une semaine, et ça vous détaille vraiment tout.
Donc ça va parler, voilà, quelles sont les propositions des candidats sur le sujet de la guerre en Ukraine. Hop, tac, 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 vous avez un peu toutes les propositions. Sur l'OTAN, sur les législatives, le mode de scrutin, le droit de vote, etc. Par exemple, pour le droit de vote, je peux vous faire vite fait on va vite fait faire le petit résumé. Il y a, par exemple, Philippe Poutou, lui, qui propose d'instaurer le droit de vote même pour les étrangers. Il y a Jean-Luc Mélenchon qui propose, lui, de rendre le vote obligatoire. Jean-Luc Mélenchon propose que le vote soit obligatoire pour tous, qu'on devrait l'étendre dès 16 ans et l'accorder aussi aux étrangers lors d'élections locales. Roussel aussi pareil, communiste, octroyer le droit de vote aux étrangers. Jadot, autoriser le droit de vote à 16 ans. Hidalgo pareil. Dupont-Aignan, prendre en vote le vote blanc, etc. etc. Donc voilà, le Monde vraiment résume, c'est des petits blocs comme ça où ça résume les grandes idées, et ensuite vous pouvez détailler, cliquer sur voir plus, et là ça vous détaille encore plus le truc. Et c'est vraiment très très long, hein, mais ça aborde tous les sujets. Donc ce matin, on va se concentrer sur le salaire, le SMIC, etc. Donc là j'y suis, je vais vous mettre à l'écran, vous allez voir ça va apparaître. Hop, le petit résumé de tout ça, montant des salaires, voilà, on y est. Donc je lis le chat quand même parce que je suis un petit peu en retard. Alors, donc, il est critiqué aussi parce qu'il ne veut pas débattre avant le premier tour, avant les autres candidats. Qui c'est qui est critiqué? Ah, c'est Macron, vous parlez de Macron. Après, Macron, faut pas oublier qu'il est président de la République française, hein. Avant d'être candidat. Ça, c'est souvent quelque chose que je reproche à beaucoup de gens, à beaucoup d'hommes politiques et à beaucoup de Français. C'est que dès qu'il y a un président sortant, on lui reproche, mais toujours, hein, ça a été le cas pour Hollande, ça a été le cas pour Sarkozy. Avant, je sais pas, parce que Chirac et Mitterrand, j'étais trop jeune. Mais on reproche toujours au président sortant de ne pas s'investir dans sa campagne. On lui reproche toujours de traîner avant de se déclarer candidat. Mais c'est normal, c'est parce qu'il est président de la République. Il n'est pas candidat à sa réélection. Il est président de la République. En plus, là, pour Macron, il a eu Covid, guerre en Ukraine, et donc prix de l'essence et tout ça, en plus, la France est à la présidence de l'Union européenne. Donc, à un moment donné, il a quand même autre chose à faire, comme le dit l'outre, que de penser à sa réélection. Et moi, je suis plutôt favorable à ce qu'un président sortant attende le plus tard possible avant de penser à sa réélection. Là, Macron, il va commencer sa campagne, là, 3 semaines avant le premier tour. Le premier tour, c'est le 10 avril, donc voilà, là, on est à 4 semaines. C'est très bien. Il n'a pas besoin de débattre avec Pécresse, Le Pen ou Zemmour ou autre tout de suite. Il le fera quand ce sera les débats officiels. C'est tout. Parce que là, il a d'autres choses à faire. Les candidats qui ont le temps le font. Ils débattent entre eux. Ils ont plus. On les voit plus à la télé. À la télé, on voit beaucoup Zemmour, Le Pen. On les voit tous à la télé en ce moment. On voit beaucoup moins Emmanuel Macron. Parce que Macron, quand on le voit à la télé, c'était soit pour parler du Covid, soit dernièrement, il a fait une allocution pour parler de la guerre, etc. Et dans son allocution en plus qu'il avait fait officielle, il n'avait même pas annoncé sa candidature, il l'a fait après. On le voit de face dans les médias, Macron, je dis pas qu'on le voit pas, on le voit bien évidemment, c'est le président de la République, mais il va pas aller débattre, tout de suite, parce qu'il a d'autres choses à faire, tu vois. Il a autre chose à faire là. Il y a Curly qui dit Hanouna est pressenti pour organiser les débats présidentiels. Ouh. Ah ouais. Oh my god. Waouh. Il y a Caro qui dit pour faire l'avocat du diable, au moins Cyril Hanouna ne passe pas son temps à piéger, à couper la parole ou à être condescendant vers les candidats qui ne pensent pas comme lui. Contrairement à beaucoup de journaleux. Ah bah, tu vois, Caro, effectivement, je sais pas comment Hanouna il anime les débats politiques, donc il faut que j'aille voir ce qu'il fait, parce que je peux pas parler sans savoir. Donc, effectivement, Caro, voilà.
Il y a Aksubu qui dit, bizarrement, même si j'aime pas Hanouna, je trouve que franchement, ça se passe hyper bien. Bah écoutez, vous m'avez donné envie d'aller voir ce qu'il fait. Donc je vais regarder quel est le prochain candidat. Qui est-ce qui est déjà passé face à Cyril Hanouna? Je crois que Pécresse est déjà passé. Dites-moi qui est déjà passé. Moi, j'ai bien envie de voir, face à Cyril Hanouna, j'ai bien envie de voir Zemmour et Le Pen face à lui. Et Mélenchon et Pécresse, tu me diras. C'est les 4 que j'ai envie de voir. Les autres m'intéressent un peu moins, parce que c'est pas leur faire offense, mais voilà, ils feront rien. Hein, tous les autres, on le sait. Est-ce que, du coup... après, je peux regarder en replay, tu me diras. Quoique non, parce que le replay de C8 est limité dans le temps, je crois. Alors, donc Le Pen est déjà passé, Pécresse est déjà passé. Il y a Aurélie qui dit, sans soutenir Macron, il faut avouer qu'il a eu un mandat pourri par le Covid et les Gilets jaunes. Bah, c'est clair que Macron, il a eu Gilets jaunes, Covid, et là, la guerre, pour finir en Ukraine, parce que mine de rien, même si ça ne concerne pas la France, ça a beaucoup d'impact. Zemmour est déjà passé aussi. Bon, ben, je vais regarder les rediffs, mais bon, je sais pas si... voilà. Je sais pas si je vais réussir à le trouver. Donc, ils sont tous passés, en gros, quoi. En gros, ils ont tous passé. Bon, bah, si hier soir c'était Le Pen, je vais pouvoir regarder Le Pen, parce que je crois que les replays sont limités. Voilà. Il y a Curly qui dit, grâce à l'émission d'Hanouna, j'ai apprécié Éric Zemmour. Et il y a Caro qui dit, c'était pas si difficile que ça, vu comment Mélenchon était moqueur et agressif. Alors Mélenchon, je le trouve pas très bon, moi, hein, Mélenchon, hein, au niveau débat. Enfin, ça dépend. Il a ses humeurs, Mélenchon. Mais c'est comme Le Pen. Marine Le Pen, c'est pareil, elle a ses humeurs. Hein. Des fois, elle est super... Elle a beaucoup de talent dans son... Voilà, c'est une oratrice magnifique. Comme Mélenchon, des fois, ils peuvent te prendre et des fois, ils sont très mauvais. Voilà, donc... Il y a Roulia qui dit, avant de voter Zemmour... N'oubliez pas, avant de voter Zemmour, ce qu'il pense des femmes. Après, bon, là, on va pas parler de chaque candidat, vraiment. Donc, on se recentre. Et donc, vous m'avez donné envie d'aller voir cette émission d'Hanouna. J'irai regarder ça. Merci beaucoup. Alors, alors, les propositions des candidats. Donc là, c'est pour vous faire le résumé. Il y a Tahiti Ju tout à l'heure qui disait, voilà, est-ce que Babou, tu peux nous faire un peu un résumé, la politique pour les nuls? Donc là, on va justement faire la politique pour les nuls. On va résumer les propositions des candidats. Vous allez avoir, normalement, sous vos yeux ébahis, mon écran qui va s'afficher. Regardez ça, j'ai modifié en plus la disposition. Vous avez le droit de dire que c'est magnifique ce que j'ai fait. Hein, j'ai modifié la dispo pour que vous ayez des fenêtres plus grandes. Donc là, on est sur Le Monde. Tac, tac, tac. Est-ce que vous voyez bien? Normalement, vous voyez Le Monde, vous voyez... Et tous les candidats. Voilà. Donc là, on va parler économie, salaire, etc. Donc, quelles sont les propositions? Montant des salaires. Donc voilà, pouvoir d'achat, etc., etc. Donc, Le Monde nous met en préambule. Les tensions autour du pouvoir d'achat ont incité l'ensemble des candidats à formuler des propositions pour la revalorisation des salaires. Ok? Donc, on le voit que là, sur le montant des salaires, on a quasiment toutes les propositions de tout le monde. Macron n'y est pas, parce que Macron, pour l'instant, on n'a pas son programme, je crois. Donc là, pas de proposition connue sur la revalorisation des salaires pour Jean-Luc Lassalle. Jean Lassalle, pourquoi j'ai dit Jean-Luc? C'est Jean-Luc Mélenchon. Jean Lassalle, Anne Hidalgo et Macron. Voilà, pour l'instant, on n'a pas les propositions qui sont connues. Bon. Et ensuite, on a les propositions de tous les autres. Donc on va analyser ça, montant des salaires. Ensuite, deuxième grand thème qu'on va faire, on va se concentrer sur le SMIC. Qu'est-ce que les candidats proposent concernant le SMIC? Voilà, donc là, première partie, c'est vraiment la revalorisation des salaires en général. On va analyser tout ça. Merci Tahiti Ju. Magnifique, elle nous dit Tahiti Ju. Il y a Podims qui dit moi j'ai beaucoup aimé les vidéos d'Hugo Décrypte sur les programmes et interviews des candidats que je vous conseille. C'est vrai que Hugo Décrypte, il permet de passer très vite sur... d'avoir très vite
une vue d'ensemble de ce qui se fait. Donc ça, c'est pas mal, Hugo Décrypte. Ma maman, elle suit Hugo Décrypte sur Twitch et sur YouTube. Donc c'est pas que un truc de jeune, Hugo Décrypte. Mais c'est vrai que Hugo Décrypte, des fois, il dit des trucs qui, moi, m'agacent un peu. Mais quand ça parle de politique, c'est vrai que c'est un média qui est pas mal. Franchement, c'est pas mal, Hugo Décrypte. Vous le trouvez sur n'importe quel réseau, sur Facebook, sur Insta, etc. Et effectivement, il prend pas parti. Voilà, juste, il fait des résumés des trucs. Et comme le dit Caro, il respecte tous les candidats. Et de toute façon, c'est un peu ma façon de voir la politique aussi. Moi, je respecte vraiment tout le monde. Je suis contre tous les gens qui vont... par exemple, là, dernièrement, il y a un mec qui a jeté un œuf sur Éric Zemmour. Il est pas méchant, hein. C'est un papy, soixantaine, j'ai l'impression, 70, 60, ouais, je dirais 60, 70 ans, qui a cassé un œuf sur Éric Zemmour. Vous avez tous vu cette image-là, c'était il y a 4-5 jours. Je suis pas favorable à ce type d'action-là. Si t'aimes pas Zemmour, ou que t'aimes pas Mélenchon, ou que t'aimes pas les communistes, ou que t'aimes pas... peu importe, tu peux quand même discuter avec eux et les respecter. Et effectivement, comme l'a dit Caro, ne pas être condescendant. Voilà. On doit respecter tout le monde, peu importe les idées qu'ils ont. Voilà. Pas de... Il y en a qui sont trop violents, qui condescendants, effectivement, comme vous l'avez dit, il y a des journalistes, des fois, tu le sens à leur façon de parler, tu le sens que ça va être un journaliste de droite qui va mépriser le candidat de gauche. Et à l'inverse, tu vas sentir que ce journaliste-là, c'est un journaliste qui vote à gauche et qui méprise ce candidat d'extrême droite. Et normalement, un journaliste, pour moi, tu ne dois pas sentir qu'il méprise quelqu'un, tu ne dois pas sentir qu'il prend parti. Voilà. Et effectivement, c'est Hugo Décrypte, c'est un média qui peut être très intéressant. Donc allez voir ça. Et nous, on va attaquer ça. On va commencer par analyser les propositions concernant les montants des salaires des candidats. Ok ? On va faire ça dans 1 minute, parce que là, j'ai la gorge sèche. Donc je reviens dans 1 minute. Vous pouvez continuer à parler entre vous. Je reviens dans 1 minute 30, 2 minutes. Vous pouvez continuer à parler entre vous. Le chat reste ouvert. Vous allez juste avoir un petit écran de pause. Ok, une petite publicité aussi qui va se lancer. Et moi, je reviens juste après. À tout de suite. Welcome back. Ok, alors qu'est-ce que vous avez dit dans le chat ? Il y a Rita qui dit « Ce qui m'avait mis en colère, moi, c'est la gifle que Macron a reçue. Comment on peut attaquer un président ? Je me suis senti attaqué moi-même, c'était horrible. » Je suis entièrement d'accord avec toi, Rita. Aksubu qui dit « Quel exemple ça donne à nos enfants ? Quand tu n'aimes pas quelqu'un, tu peux le gifler. Non mais vraiment, c'est abusé. » Je suis d'accord. Il y a Curly qui dit « L'anarchie. » Je suis d'accord. Et le gros problème en France, c'est qu'il y a des gens, et même pas des candidats à la présidentielle, mais certains partis politiques qui appellent à l'anarchie. Il faut dire ce qui est. Hein. Il y a des gens qui appellent à l'anarchie, qui appellent... Voilà. Il y a beaucoup de partis comme ça, qui sont pour l'anarchie, pour la révolution, pour renverser les élites, soi-disant élites. Voilà, il y a des élites apparemment qui nous gouverneraient, etc. Et c'est vrai que le fait de frapper les gens quand on les aime pas, c'est... Je suis pas forcément fan. Voilà. Il y a l'autre qui dit on ne fera pas quelqu'un sous prétexte qu'on n'est pas d'accord avec lui. C'est justement tout l'inverse d'un débat. Même si je ne porte pas Zemmour dans mon cœur, le respect c'est valable pour tout le monde. Voilà. La farine, François Hollande il avait reçu de la farine. Je crois que Mélenchon aussi il avait déjà reçu de la farine ou des œufs. Apparemment Valérie Pécresse elle a reçu de la poudre rose. Sarkozy aussi. Enfin voilà. Les hommes politiques se font tous... Les candidats à la présidentielle et les présidents se font tous, à un moment donné, humiliés ou frappés, etc. Ou même tués. Hein, enfin, en France, non, mais voilà. Il y a des gens qui sont tellement pas d'accord avec un président en exercice qu'ils aimeraient le tuer. Hein, voilà, il faut dire ce qui est. C'est pour ça qu'après, on a des cellules antiterroristes, heureusement. Hein, on a les services spéciaux, les gens qui protègent nos présidents et tout le monde, voilà, je veux dire, tout le monde a le droit d'être président.
Et effectivement, il y a des gens qui se font agresser. Et les militants aussi, comme le dit Caro, il y a des militants de Zemmour, voilà, ou de Marine Le Pen, pour ne citer que ces deux-là, qui, voilà, quand ils vont sur les marchés pour faire campagne, bah, bien évidemment, bien évidemment, c'est pas normal, mais ils se font insulter. Et de l'autre côté, c'est pareil. Il y a des militants d'extrême gauche qui aussi se font insulter, voire frapper par le camp opposé. Donc, c'est pas super... c'est pas super cool. C'est pas super cool et super respectueux. Ok. Alors, apparemment Macron n'a pas porté plainte. Il y a Ika qui dit, surtout il ne porte pas plainte, donc on se dit qu'on peut tout leur faire sans être puni. Il a pas porté plainte Macron contre le mec qui lui a mis la gifle là. Ah ouais, c'est vrai que s'il n'a rien fait, c'est bizarre. Moi, ça, c'est un mec que j'aurais sanctionné. Hein. J'aurais pas sanctionné en le mettant en prison, hein, mais je l'aurais sanctionné clairement, hein, voilà, avec un petit travail, travaux d'intérêt généraux. Tu lui mets bien la honte, bien la misère aux yeux voilà, parce qu'il a fait quelque chose de grave, il a agressé un président quand même, hein, peu importe quel que soit ce président, le président en action. Et ce qui est très triste, c'est qu'il y a plein de gens qui cautionnent le fait que Macron ait reçu une gifle, ou que Zemmour ait reçu un œuf, ou j'en passe, hein. Mélenchon à l'époque avec sa farine et tout ça. Il y en a qui cautionnent ça, qui disent non, mais c'est normal qu'ils se fassent agresser, c'est tous des gros cons. De toute façon, moi, la politique, je crois plus en rien. Voilà, c'est. Ah, il est allé en prison quand même. Il y a Aksubu qui dit il est allé en prison apparemment. Bah, mettez-vous d'accord, hein. Parce qu'il y a Ika qui dit pas de sanctions pour. Mettez-vous d'accord, hein. Alors, il y a Aksubu qui dit 18 mois de prison, donc 4 fermes. Pour le mec qui a mis la gifle à Macron, hein, on parle de ça, hein. On parle pas de l'œuf de Zemmour, hein. Là, on parle de la gifle de Macron. Parce que l'œuf de Zemmour, je pense pas que tu mettes quelqu'un en prison pour ça. Par contre, il a quand même agressé un candidat à la présidentielle, il lui a jeté un œuf. Il y a quand même des sanctions qui doivent être mises, hein. Voilà, il y a quand même des sanctions qui doivent être mises. Damien Tarel, apparemment, ok, Aksubu a l'air au courant, il a fait de la prison. C'est le procureur Rita qui a porté plainte, mais pas Macron directement. Ok. Bon, d'accord. Ah, il a fait de la prison. Bon, ok, très bien. Ouais, parce que ça m'aurait choqué qu'il en ait pas forcément fait, effectivement. Ok. Il a fait, ok. Voilà. Il a fait 3 mois, 4 mois de prison, ok. Alors, revenons à nos moutons. Il y a Ju qui dit « Je suis revenu de la pub, tu étais déjà en train de parler. » Ouais, il y a toujours un décalage, Ju, hein. Il se peut que tu aies été loupé 10 ou 20 secondes, parce que c'est pour ça que quand je reviens de pub, retour de pub, je dis pas tout de suite des choses ultra importantes, parce que tu te décales un peu, la pub n'arrive pas en même temps pour tout le monde, c'est un peu effectivement la petite lacune de Twitch. Contrairement à la télé où la pub est la même pour tout le monde et quand tu reviens de la pub, c'est bon, l'émission repart. Sur Twitch, la pub diffère d'un viewer à un autre, donc voilà, mais c'est pour ça que... Alors, c'est parti, parce que là, je parle montant des salaires. Donc Nathalie Arthaud, elle propose, d'augmenter tous les salaires de 300 € minimum. Donc elle, c'est... voilà. Poutou, lui, il va un peu plus loin, il propose d'augmenter tous les salaires de 400 € minimum. Et vous allez voir que même à droite, il propose des augmentations de salaire. Hein. Alors Florian Roussel, lui, carrément, il propose d'augmenter de 30% les salaires de la fonction publique. Florian Roussel, lui, donc, il est à fond fonctionnaire. Florian Roussel, c'est le candidat des communistes. C'est une proposition comme une autre, elle a le droit d'exister, mais bon, c'est un... Pourquoi cibler la fonction publique ? Alors, il cible la fonction publique, pourquoi ? Parce que je pense que dans sa tête, il pense surtout aux soignants, à la crise du Covid et tout ça. Mais augmenter de 30%, bon, à un moment donné, c'est peut-être un petit peu beaucoup. Mais pourquoi pas, Florian Roussel. Jean-Luc Mélenchon lui propose... vous voyez bien mon écran, normalement, vous pouvez lire aussi, si vous n'avez pas envie de m'écouter, vous pouvez aussi lire. D'augmenter l'ensemble des salaires en mettant en place des commissions salariales dans les entreprises. Alors là, je comprends pas trop ce qu'il veut dire.
il veut qu'il y ait des gens dans les entreprises qui analysent. Bon, pourquoi pas. À droite, on propose aussi d'augmenter les salaires, mais c'est pas exactement la même façon de voir les choses. Et ça, c'est ça que je veux analyser avec vous. Vous voyez. Donc, Valérie Pécresse à droite propose d'augmenter de 10% le SMIC jusqu'à 2,2. Marine Le Pen, elle propose d'exonérer de cotisation patronale une hausse de 10% de salaire. Marine Le Pen, j'avais vu que c'était, elle, jusqu'à 3 fois le SMIC. Nicolas Dupont-Aignan, lui, propose d'augmenter les salaires de 8%. 8%, ça équivaut à un 13e mois, plus ou moins. Voilà. Ça équivaudrait plus ou moins à un 13e mois, le fait d'augmenter de 8. D'augmenter de 8, 10%, ça équivaut à un 13e mois. Le calcul est assez rapide, voilà, hein, vous l'avez compris. Un SMIC à 1200 €, ça fait donc 100 € par mois. Il y a 12 mois dans l'année. Si tu l'augmentes de 10%, t'as compris, ça te fait donc le 13e mois, plus ou moins. Voilà. Et Zemmour, lui, propose de défiscaliser les heures sup et les primes jusqu'à 3 mois de salaire net. Ok. Donc, et pour l'instant, on attend encore Macron et Hidalgo sur ce sujet. Et la salle, on ne va pas le citer parce qu'apparemment, il a décidé de plus se présenter, après ce que vous m'avez dit dans le chat. Salut et bienvenue à toi, Sososo13. Hein? Salut à toi. Hein? Alors, mon mari est fonctionnaire, je vote pour lui. Ouais. Alors, là où je voulais mettre le doigt, c'est... Est-ce que vous voyez la différence entre les propositions de gauche et les propositions de droite? Tu le vois qu'à gauche, hormis Jean-Luc Mélenchon, là, pour l'instant, lui, il propose d'augmenter l'ensemble des salaires, donc tous les salaires, en mettant en place des commissions salariales dans les entreprises. Bon, alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Je ne sais pas, il expliquera peut-être plus en détail. Après, je pourrais cliquer sur lire la suite là, mais je sais pas si vous le verrez à l'image, vous. Vous voyez rien à l'image, donc c'est pour ça que j'avais dit qu'il fallait pas que je le fasse. Voilà, on revient là. Hop. Mais les 3 candidats de gauche là qui sont là, Artaud, Poutou et Florian Roussel. Donc Florian Roussel, bon, on est d'accord, il parle d'une augmentation de 30% le salaire de la fonction publique. Bon, c'est à mon sens, c'est clairement exagéré et clairement déconnecté de la réalité. Déjà, 30% de revalorisation salariale, c'est ce que les fonctionnaires touchent lorsqu'ils travaillent dans les îles. Voilà, sachez-le. Un fonctionnaire en France métropolitaine qui va gagner, je sais pas, 1500 €, si il est muté à La Réunion ou en Martinique, etc., il aura une revalorisation de salaire de 30%. À l'époque, c'était quelque chose de justifié parce que, voilà, la vie est plus chère dans les îles sur certains points de la vie, etc. Mais maintenant, pour parler avec certains collègues à moi qui travaillaient en France métropolitaine et qui ont ensuite été remutés dans leur département d'origine, notamment La Réunion, parce que c'est de là que je viens, voilà. J'ai des collègues à moi, professeurs des écoles ou policiers, qui ont travaillé en France métropolitaine, qui ont commencé leur carrière en France pour X raisons, et qui ont ensuite demandé une mutation avec beaucoup d'années, etc. Bon bref, c'est assez long, c'est très long pour les ultramarins, pour ceux qui viennent des îles, de revenir chez eux lorsqu'ils ont commencé leur carrière en métropole. À l'époque, c'était beaucoup plus facile, mais voilà. Donc maintenant, ils ont toujours plus ou moins 30% de revalorisation salariale. À Tahiti, c'est même plus, apparemment, nous dit Tahiti Jus. Eh ben, franchement, la plupart de mes potes, ils me disent que c'est pas justifié du tout. La vie ne coûte pas 30% plus cher dans les îles. Et à l'époque, c'était comme ça, tu vois. Mais maintenant, on a gardé ça, bon. Mais voilà. Là, j'ai un collègue à moi qui est quand même passé... Il me dit que le fait à travail équivalent, il touche beaucoup plus qu'en métropole, et voilà. Et c'est vrai qu'ils me disent que 30% de revalorisation, c'est énorme, les gens se rendent pas compte.
Et donc c'est pour ça que voilà, la proposition de Florian Roussel, là, pour moi, c'est absolument pas possible de faire ça en France métropolitaine. Dans ce cas-là, qu'est-ce que ça veut dire pour les fonctionnaires de La Réunion, de Tahiti ou autre? Qu'est-ce qu'il me fait, lui? Ah, mais c'est peut-être qu'il y a une pub. Oh là là, il me remet... Oh non, mais pourquoi il me fait ça? Oh là là, il reste pas sur ma page. Ah, c'est peut-être parce qu'il y a une publicité sur la page du Monde, et du coup... Bon, ok, super, donc il faut... Ah, montant des salaires. Et ensuite, on voit que Nathalie Arthaud et Philippe Poutou, eux, ils ont un montant fixe. Donc Arthaud, elle va dire, faut augmenter les salaires de 300 euros minimum. Poutou, augmenter tous les revenus de 400 euros. Bon, d'où est-ce qu'ils sortent ces chiffres? 300 euros, 400 euros, pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est ces chiffres-là qui sortent et pas d'autres? Et là où tu vois que eux, là, il y a quand même une petite lacune en réflexion économique, c'est que tu choisis d'augmenter de 300 euros tous les salaires. Imaginons que Nathalie Arthaud est élue présidente en 2022, elle augmente les salaires de 300 euros minimum. Ok Nathalie, super, mais dans 5 ans, comment sera la vie? Est-ce que dans 5 ans, tes 300 euros, ils seront suffisants? Peut-être pas. Ils seront peut-être pas suffisants. Et puis 300 euros pour quelqu'un qui touche le SMIC, ça veut donc dire qu'il va passer de 1200 à 1500. Mais donc voilà, ok. Et pour quelqu'un qui touche 2500 euros, il va passer de 2500 à 2800. Est-ce que 300 euros, c'est pas la même chose pour quelqu'un qui touche le SMIC que pour quelqu'un qui touche 2 fois le SMIC? Souvent, les revalorisations de salaire, ça va jusqu'à 2,2 ou 3 fois le SMIC. Donc de mettre un montant fixe, c'est que t'as pas eu de réflexion de te dire, c'est que pour toi, 300 euros, c'est la même chose pour quelqu'un qui est au RSA que pour quelqu'un qui est à 1500 euros ou pour quelqu'un qui est à 2500. Et donc là, c'est là que je trouve ça un peu ridicule. Et c'est là que tu vois qu'il y a certains candidats et certains partis quand même qui, au niveau, je sais pas moi, éducation financière ou notion de la valeur de l'argent, il y a quand même pas mal de lacunes. Je pense que Nathalie Arthaud et Philippe Poutou, là, pour le coup, ils ont aucune notion de la valeur de l'argent. Ils proposent d'augmenter de 400 euros les salaires, mais moi, si tu me donnes 400 euros là, bon, bah, moi, je serais content, parce que moi, je suis smicard, mais si tu donnes 400 euros à quelqu'un qui en touche 2500, il va être content aussi, hein, il aura 400 euros de plus, mais ça va impacter sa vie beaucoup moins que celui qui est au SMIC, par exemple, tu vois? Alors que, à l'inverse, tu remarqueras, tous les candidats de droite, eux, ils parlent de pourcentage. Voilà. Pécresse, elle augmente de 10%, Dupont-Aignan, il augmente de 8%. Voilà, on parle de pourcentage, c'est-à-dire que le smicard, lui, il va avoir un 10% d'augmentation de plus. Donc si tu es à 1200 euros, tu vas avoir 120 euros de plus. Si ton salaire il est de 1500 euros, tu vas avoir 150 euros de plus. Si ton salaire il est à 2000 euros, tu auras 200 euros de plus. Le fait de parler en pourcentage, ça montre que tu as une valeur de l'argent, la notion de la valeur de l'argent quand même, à mon sens, un peu plus mature, un peu plus réfléchi. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Pour moi, c'est essentiel de parler en pourcentage. Tu peux pas donner de chiffres fixes comme ça. C'est pas déjà là, tu te décrédibilises. Merci beaucoup pour l'abonnement, Roxane. Merci Roxane. Merci pour ton 9e mois. Merci beaucoup. Alors, il y a Caro qui dit, moi je dis, pourquoi pas 1000 euros? Pourquoi s'arrêter en si bon chemin? Mais c'est pareil, tu vois, par exemple, Caro, si on décide de revaloriser tous les salaires de 1000 euros, voilà, Philippe Poutou, lui, il dit augmenter tous les revenus de 400 euros. Bon, augmentons-les tous de 1000 euros, bah, le smicard, il va passer à 2200 euros. Bon, bah, déjà, ça lui change beaucoup la vie, parce que c'est le double quasiment de son salaire. Par contre, quelqu'un qui touche 2500 euros net, le fait de l'augmenter de 1000 euros, il va passer à 3500, c'est pas négligeable, c'est très bien, mais c'est pas le double de son salaire. Contrairement au smicard, où lui, il va avoir, tu vois, et c'est pour ça, il faut parler en pourcentage. Tu peux pas parler, et c'est pas la première fois, hein, c'est à chaque élection, les candidats d'extrême gauche, notamment Philippe Poutou et Nathalie Arthaud, ils sortent des chiffres de leur chapeau, c'est des chiffres fixes comme ça. Il n'y a pas de... C'est pas cohérent. C'est pas cohérent. Alors, est-ce que vous êtes d'accord? Ouais, vous êtes d'accord. Non, vous êtes d'accord, on est d'accord, on est d'accord. Donc, alors oui, après, quand tu réfléchis en pourcentage, le fait, Pécresse, elle propose d'augmenter de 10%, là.
Voilà. Bon, ben voilà, si tu augmentes le SMIC de 10%, ben, tu vas passer de 1200 euros net à 1320 euros net. C'est 10% d'augmentation. C'est sûr que là, pour le coup, tu serais plus content que ce soit Philippe Poutou qui soit président, parce que là, du coup, tu augmentes de 400 euros. Bon, voilà. Mais en même temps, de parler en pourcentage, ça permet d'avoir une cohérence sur l'ensemble des salaires entre le SMIC et 3 fois le SMIC, voilà. Au-delà de 3 fois le SMIC, généralement, on n'en parle pas. Des gens qui gagnent plus de 3000... 3 fois le SMIC, c'est 3500 euros. Voilà. Généralement, les salaires qui sont au-dessus de 3500 euros ne rentrent pas dans cette équation d'augmentation des salaires. Voilà. Le Pen, elle propose d'exonérer de cotisations patronales une hausse des salaires de 10%. Donc ça, c'est intéressant aussi, c'est que, effectivement, le fait de dire on augmente les salaires, c'est bien, mais le fait de penser aussi aux entrepreneurs, aux entreprises, c'est encore mieux. Donc là, Le Pen, elle va un peu plus loin, c'est-à-dire qu'elle propose d'augmenter de 10%, exactement ce que propose Pécresse, ou Dupont-Aignan, mais en exonérant en plus de cotisation patronale cette augmentation de 10%. Donc ça fait que le salarié, lui, il aura 10% de plus à la fin du mois sur son net, mais ça ne coûtera pas à l'entreprise. Il n'y aura pas de cotisation patronale sur cette augmentation. Et Zemmour, lui, propose un peu ce que Sarkozy avait proposé à l'époque, c'est de défiscaliser les heures supplémentaires. Ça, c'est très intéressant. Il faut dire ce qui est, pour l'entreprise, pour l'économie, le fait de défiscaliser les heures sup, c'est Sarkozy qui l'avait mis en place. C'est très intéressant parce que ça permet aux entreprises de, voilà, quand ils ont des salariés qui viennent les voir et qui leur disent voilà, chef, j'aimerais bien faire des heures supplémentaires parce que voilà, j'ai besoin de gagner un peu plus d'argent ce mois-ci, moi ça me dérange pas de travailler 42, 45 heures par semaine, j'ai le temps mais il me faut de l'argent parce que j'ai tel ou tel projet, etc. Il y a plein d'entreprises des fois qui refusent les heures sup à leurs salariés parce que ça leur coûte trop d'argent, parce que les heures sup, tu dois payer le salarié, bien évidemment, tu dois le payer, mais tu dois le payer plus que... Voilà, c'est les heures supplémentaires, c'est pas le même taux horaire, les heures supplémentaires, t'es payé plus, suivant les conventions collectives, encore une fois, chaque convention collective est différente. Mais moi, je me rappelle, j'ai beaucoup fait de restauration, voilà. Moi, j'adorais travailler les dimanches, j'adorais travailler les jours fériés, moi j'ai travaillé les jours de Noël, le 31 décembre, j'ai travaillé, moi c'était la fête. J'ai travaillé le 24, le réveillon de Noël. On m'a dit, tu veux travailler, Julien? J'ai dit, mais oui, je viens. Mais bien sûr, je viens travailler. Si tu veux, je fais une journée de 14 heures. Mais oui, je suis payé double. Tu étais payé double. Tu es payé double. Enfin, je sais pas si c'est toujours le cas maintenant en restauration, mais quand tu travaillais les jours fériés à mon époque, t'étais payé double. T'imagines? Le dimanche, c'était pareil. Julien, tu veux venir faire les petits déjeuners le dimanche et tout ça? Mais oui, je viens. À quelle heure ça commence? À 6 heures. Alors là, j'étais là, je fais... 6 heures, ça veut dire qu'il faut que je sois à 5h30 sur place. Et puis après, je réfléchissais, j'ai dit, bon, alors attends, le SMIC, on était à combien? On était à 7 euros net de l'heure, là, je vais être à 14 euros. Oh, allez, je viens. Ça va être une bonne journée. Je viens. Moi, j'ai accepté tous les dimanches, tous les jours fériés quand j'étais jeune, mais sans aucun problème. Mais il y a des boîtes où, effectivement, des fois, il y a des patrons qui peuvent pas forcément payer les heures sup, parce que ça leur coûte. Voilà, etc. Et il y a aussi des salariés qui, des fois, refusent de faire des heures sup parce qu'ils disent « Ouais, mais du coup, ça va augmenter mon revenu fiscal. Je vais être imposé sur mes heures sup, etc. » Donc, le fait de défiscaliser les heures sup, moi, je suis pour la défiscalisation des heures supplémentaires et pour l'exonération des charges patronales. Tu vois, donc, un mélange un peu de ce que... des propositions, de toutes les propositions de droite. Là, il faudrait tout mixer, tout est bien. Voilà. Les gens qui veulent travailler plus, ils travaillent plus, mais ça leur coûtera pas, ça sera pas inclus dans leur revenu imposable, ça sera pas pris en compte dans leur revenu imposable, dans leur revenu fiscal, tu vois, dans le calcul de l'impôt sur le revenu, ça coûtera pas en cotisation patronale aux entreprises, voilà, ça sera une opération, entre guillemets, neutre, ça sera pas neutre pour l'entreprise, parce qu'il faudra qu'elle paye, bien évidemment, son salarié plus, mais ça lui coûtera pas trop, voilà. Et donc, ça peut être intéressant. Et Zemmour, lui, propose aussi de défiscaliser toutes les primes. Parce que les primes, c'est pareil. C'est vrai que les primes d'intéressement, de participation et tout ça, si vous êtes dans un grand groupe, vous le savez, tu as la possibilité de
bloquer tes primes sur le fameux PERCO ou le PER, etc. Voilà, tu vas le bloquer sur ton épargne entreprise, tu le bloques pendant 5 ans minimum. Ça fait des petits, etc., etc. Et au bout de 5 ans, tu peux les retirer. Et là, c'est totalement défiscalisé. Là, d'après ce que Zemmour propose, il proposerait de défiscaliser les tout de suite. C'est, je pense, sa proposition. Donc que les salariés puissent toucher les primes, ne pas les bloquer, parce que souvent, il y a des salariés qui les bloquent parce qu'ils n'ont pas envie d'être imposés, parce que des fois, ils sont, tu sais, à la limite du plafond d'imposition, etc., ou à la limite du plafond d'aide. Du coup, s'ils touchent leurs primes, ils vont plus avoir telle ou telle aide. Donc voilà. Donc là, Zemmour propose, lui, de défiscaliser les heures sup et les primes. Jusqu'à 3 mois de salaire net. Voilà. Donc, c'est intéressant. Au niveau montant des salaires, revalorisation des salaires. Et ça montre bien que, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas uniquement la gauche qui a des propositions intéressantes en termes de revalorisation de salaire. On se rend compte qu'il y a quand même un gap. La gauche va toujours proposer des revalorisations de salaire plus importantes, parce que, encore une fois, je répète, une augmentation de 10%, comme le propose, je vous remets l'écran, Pécresse ou Le Pen ou Dupont-Aignan, sur un SMIC, ça fait une augmentation de 120 euros. Bon, Poutou lui propose 400, Artaud 300, Roussel, il propose lui carrément 30% d'augmentation pour tous les fonctionnaires. Donc on voit que le niveau de revalorisation est plus important chez les candidats de gauche. Chez les candidats de droite, la revalorisation va être plus faible, mais à mon sens plus cohérente. Parce que je pense, à titre personnel, qu'on n'a pas besoin de gagner. Si tu augmentes par exemple de 400 euros quelqu'un qui est au SMIC, c'est une augmentation de plus de 30%. 10% c'est 120, 20% ça fait 240, 30% 360. Donc si tu augmentes de 400 euros le SMIC, tu es déjà à une augmentation de quasiment 35%. Voilà. Pour moi, c'est pas cohérent avec. C'est déconnecté de la réalité et vraiment de ce dont les gens ont besoin vraiment pour vivre. Hein, voilà. Après, on peut reparler de ce qu'on a dit mardi là, sur les besoins, sur la gestion de budget, mais voilà. Il y a Moglinette qui dit bon, après tout ça, c'est des paroles. Les 400 euros de plus par personne, ils vont les sortir où ? Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord que c'est pas facile. Le SMIC augmente tous les ans. Il y a Adeline qui dit le SMIC augmente tous les ans, mais c'est pas 5 euros de plus par mois qui va nous aider. En même temps, Adeline, moi j'ai envie de te dire, ce qui peut t'aider, Adeline, c'est si effectivement le SMIC ne te permet pas de vivre décemment, tu as deux solutions. C'est soit de baisser tes exigences à la baisse, donc c'est ce que moi j'essaie de vous faire passer comme message dans mes lives argent, donc de revoir, de mettre le nez dans ton budget, dans tes dépenses notamment, et dans tes besoins, de hiérarchiser tes dépenses et de catégoriser tes besoins, est-ce qu'ils sont essentiels ou non, et de voir où est-ce que tu peux un peu mieux gérer, ou alors, si tu as envie de continuer à avoir le mode de vie que tu as actuellement et que voilà, tu considères que le SMIC ne te suffit pas et que la revalorisation d'un SMIC ne t'aidera pas, tu peux faire des heures supplémentaires notamment, qui seront exonérées de cotisations si tel ou tel candidat est élu, travailler plus ou changer de métier, voilà. Tu peux. Il y a Soso qui dit « Non mais augmenter le SMIC de 400 euros, ça n'existe pas, tu fais ça, les entreprises ferment. » Je suis d'accord, effectivement. Si tu augmentes tous les salaires de 400 euros comme ça, tu ne peux pas... L'entreprise ne pourra absolument pas suivre, forcément. Aucune entreprise ne pourra suivre une telle augmentation de salaire. Voilà. Sauf si l'État prend en charge les augmentations de salaire. Ce que je ne pense pas. Ce que l'État peut prendre en charge, c'est l'exonération des cotisations patronales. Ça oui. La défiscalisation pour les salariés. Ça oui. Par contre, de dire on augmente de 400 euros, point barre,
Mais du coup, à l'entreprise, ça va pas lui coûter 400 euros, ça va lui coûter quasiment le triple. Parce que sur ces 400 euros net de plus pour le salarié, il y a les cotisations salariales, le fameux brut du salarié, que le salarié, lui, ne voit pas. Personne ne sait vraiment quel est son salaire brut, tu vois. On sait tous quel est notre salaire net, mais quel est votre salaire brut? On ne le sait pas tous forcément, tu vois. Parce que le salaire brut, ça ne nous intéresse pas vraiment. C'est les cotisations chômage, cotisations retraite, cotisations CSG, CRGS, la sécurité sociale, tous ces trucs-là. Voilà, il y a aussi des... Tout ça, voilà, on le sait qu'on le paye, mais on s'en fiche, nous, salariés, parce que bon, voilà. Sauf que ça existe, voilà. Que en diminuant, par exemple, certaines cotisations salariales, on pourrait augmenter le net. Là, il y a certains candidats aussi qui aimeraient jouer là-dessus. On va en parler juste après. Là, juste après, on va parler du SMIC. Et après, il y a aussi les cotisations patronales. Et ça, personne, tout le monde l'oublie. Hein. Tous les gens pensent que quand on est payé 1200 euros net au SMIC, on coûte 1200 euros à l'entreprise. Pas du tout. Le SMIC coûte, à une entreprise coûte aux alentours de 2500 euros. Tu peux multiplier par 2. Tu peux multiplier par 2 le coût d'un salaire à une entreprise. Ça, faut jamais l'oublier. Alors, pour le SMIC. Alors, il y a Adeline, je t'invite vraiment à regarder mes lives Arjos. Je ne sais pas si tu les as déjà regardés, Adeline, mais tu peux les regarder, ça t'aidera énormément à mettre ton nez plus dans la gestion de ton budget. Voilà. Vraiment. Alors, pour le SMIC, comment est-ce que le SMIC va évoluer pour nos candidats à la présidentielle? Il y a Charlie qui dit « Lorsque tu as ton compte, tu te rends vite fait compte de la différence entre chiffre d'affaires et salaire. » Bah, chiffre d'affaires et salaire, ça n'a rien à voir. Rien à voir. Effectivement, ça n'a absolument rien à voir. Mais là, on parlait même pas de chiffre d'affaires et salaire. On parlait de salaire net et coût réel pour l'entreprise. Donc, c'est même pas la même chose. Hein. Mais après, oui, chiffre d'affaires et salaire, généralement, c'est x3. C'est-à-dire que pour te dégager un salaire de 1000 euros en tant qu'auto-entrepreneur, voilà, donc voilà. Généralement, il faut tabler sur x3. Il faut faire 3000 euros de chiffre d'affaires pour pouvoir avoir 1000 euros de salaire net. C'est plus ou moins un calcul cohérent. Voilà. Moi, c'est comme ça que je pense. Je calcule. Si je veux 1000 euros, il faut que je fasse 3000 euros de chiffre d'affaires. Alors, et non, Charlie, pas du tout. Chiffre d'affaires et salaire, ça ne correspond pas au net et au brut. Pas du tout. Non. Si tu veux vraiment comparer, le salaire d'un auto-entrepreneur, c'est effectivement le net. Mais ensuite, le chiffre d'affaires, c'est pas le brut. Pas du tout. Non. C'est pas le brut. C'est le coût. Le coût réel employeur. Parce que dans le salaire brut d'un salarié, il y a juste les cotisations salariales. Alors qu'un auto-entrepreneur, lui, il a ses cotisations salariales, et en plus de ça, il a ses cotisations patronales, et en plus de ça, il a aussi les coûts de son entreprise. Tous les coûts, voilà, tous les coûts d'une entreprise. Donc, c'est vraiment le chiffre d'affaires, c'est le coût réel. Enfin, si tu veux comparer, c'est quoi un chiffre d'affaires? C'est voilà, t'as compris ce que je voulais dire, Charlie. Ça, c'est très très important. Alors, le SMIC. Alors, vous allez voir, on va bien rigoler là. Et après, on va finir là-dessus. Alors, le salaire minimum, pour l'instant, donc le SMIC, c'est le salaire minimum interprofessionnel de croissance. Je ne savais même pas ce que ça voulait dire, le SMIC. Il est à 1269 euros net par mois pour un temps plein. Certains candidats proposent de l'augmenter. Alors, Nathalie Arthaud, elle propose d'augmenter le SMIC à 2000 euros net. Philippe Poutou propose d'instaurer un SMIC à 1800 euros net. Jean-Luc Mélenchon a un peu plus de mesures dans sa proposition, 1400 euros net. Donc là, on est à 1269. Roussel, 1500. Jadot, 1500. Hidalgo propose une augmentation de 15%. Ensuite, pour ce qui est... Alors, Valérie Pécresse, il n'y a pas... Ah bah c'est dommage qu'on n'ait pas la proposition de Pécresse. Lassalle, on n'en parle pas parce qu'il est apparemment se retire de la candidature. Et donc les trois candidats de droite qui sont là pour l'instant,
On a Dupont-Aignan qui propose pas d'augmenter le SMIC, mais de baisser les cotisations. Le Pen, elle propose de ne pas augmenter le SMIC, mais d'exonérer de cotisations. C'est pas la même chose que baisser. Elle, c'est carrément exonérer les cotisations sur tous les SMIC. Donc, le SMIC ne coûterait à rien du tout aux entreprises. Et Zemmour, lui, propose d'augmenter le salaire par la baisse des impôts sociaux. Donc lui, Zemmour, il propose de diminuer la part des cotisations salariales. Hein, les impôts sociaux, c'est ça. Les impôts sociaux, c'est les cotisations salariales qu'on paye tous. Hein, chômage, retraite, sécurité sociale, si on peut résumer. Donc lui, Zemmour, il propose de baisser ces cotisations salariales, et du coup, en fait, ton brut serait le même, donc ton salaire ne va pas augmenter, ton brut serait le même pour Zemmour, mais du coup, ton net va augmenter, parce que du coup, tes impôts, voilà, tes cotisations salariales vont diminuer. Alors, le problème de ça, de la proposition de Zemmour, selon moi, c'est que si tu diminues les cotisations salariales, du coup, l'État, le gouvernement, va encaisser moins. Donc, si on encaisse moins pour le chômage, si on encaisse moins pour la retraite, si on cotise moins pour la retraite, si on cotise moins pour la sécu, si on cotise moins pour le chômage, est-ce qu'à long terme, c'est une proposition qui peut faire sens et qui peut être pérenne? Et je suis pas persuadé. Je suis pas persuadé. Moi, perso, je suis plus partisan d'exonérer les cotisations patronales ou de diminuer les cotisations patronales, parce que c'est vrai que les entreprises payent beaucoup. Mais là encore, effectivement, quand tu exonères les cotisations patronales ou que tu les diminues, là aussi, ça fait des recettes en moins pour l'État. Parce qu'il y a beaucoup de charges sur les salaires. Il y en a un peu pour le salarié, mais il y en a beaucoup pour l'entreprise, sur chaque salaire. C'est ça qui fait aussi les recettes de l'État, bien évidemment. Donc, si on diminue trop, le fait de vouloir exonérer totalement, par exemple, de cotisations sur le SMIC, je suis pas persuadé que ce soit forcément une bonne idée, parce que du coup, ça va... Là, c'est la proposition de Marine Le Pen. Ça va inciter les entreprises à payer les gens au SMIC. Parce que du coup, ils seront totalement exonérés, donc c'est très bien. Tu pourras employer des étudiants, employer des jeunes, tu pourras faire travailler beaucoup plus de personnes, tu pourras embaucher, vu que ton SMIC sera totalement exonéré de cotisations. Pour Marine Le Pen. Mais du coup, après, sur le long terme, pareil, je me pose la question, je me dis, mais du coup, ces gens-là, à qui on a donné du travail, parce qu'on a pu les embaucher, parce que au lieu que le SMIC nous coûte 2500 € pour le coût entreprise, il nous coûtera 1500. Bah ouais, parce qu'on sera exonéré totalement de cotisations. Donc, est-ce que ça va pas bloquer dans le sens où après ils vont se dire, ouais, mais du coup, si là, on l'augmente et qu'on le passe à 1400 ou à 1500 € net, on va de nouveau devoir payer les cotisations patronales. Donc, au final, un salarié qui nous coûtait que 1500 €, vu que, c'est le montant du brut, plus ou moins, vu qu'on n'a pas de cotisation patronale à payer dessus, là, si on le passe, si on l'augmente, on va se prendre les cotisations patronales, tu peux rajouter 5, 6, 7, 800 €. Voilà. Tu vois, donc, je sais pas, le fait d'exonérer totalement le SMIC, on l'a vu notamment avec la loi Fillon, François Fillon, il a fait baisser énormément les cotisations patronales sur le SMIC, jusqu'à 2,5 fois le SMIC. C'est-à-dire que, voilà, quand tu embauches quelqu'un au SMIC, tes cotisations patronales sont, depuis François Fillon, donc depuis Sarkozy, la loi Fillon, c'est depuis Sarko président, et Fillon Premier ministre, les cotisations patronales augmentent du SMIC jusqu'à 2,5 fois le SMIC. C'est-à-dire que au SMIC, on est à... Ah, je sais plus, j'ai plus les chiffres. je vais vous dire n'importe quoi parce que j'ai plus les vrais chiffres. Mais voilà, la cotisation patronale, si c'est au SMIC, elle est à 25%. Hop, et puis au fur et à mesure, ça augmente 28, 30, 40, 45%, 50%, etc. Ça, c'est Fillon qui l'a fait. Du coup, quand t'embauches au SMIC, ça te coûte beaucoup moins quand t'es une entreprise.
Là, Marine Le Pen, elle propose, elle, carrément d'exonérer totalement de cotisation. Je suis pas persuadé que ce soit forcément les bonnes choses, parce qu'on l'a vu que du coup, il y a beaucoup de gens beaucoup d'entreprises qui restent bloquées au SMIC et qui préfèrent verser des primes plutôt que d'augmenter les salaires. Parce que si tu augmentes les salaires sur le papier, du coup, tu n'as plus accès à ces baisses de charges Fillon en ce moment, et plus tard, si Marine Le Pen est présidente, aux exonérations patronales. Donc, je ne suis pas persuadé. Alors, qu'est-ce que vous me dites là-dessus? Comme dirait Booba, qu'est-ce que je vais faire de toute cette oseille? Ouais. Alors, 2000 euros, what the fuck? Il y a Tahiti qui dit c'est bien, les gens. Je vous laisse à l'image un peu les propositions, comme ça vous pouvez les lire tranquille. C'est bien, les gens au SMIC maintenant gagneront plus que les cadres de la fonction publique de Bac plus 5. Non mais c'est ça, c'est que les propositions de Nathalie Arthaud par exemple, c'est magnifique, hein, de SMIC à 2000 euros, mais ça veut dire que du coup les cadres, ils vont passer. Les gens qui gagnent déjà. Là, elle propose d'augmenter le SMIC quand même de 800 euros, hein. On passe de 1200 à 2000 pour Nathalie Arthaud. C'est quand même... On double pas, mais c'est-à-dire qu'elle propose de donner aux gens quasiment... Ouais, 70% de ce qu'ils ont en plus. Donc, c'est-à-dire que... À un moment donné, c'est juste que si tu augmentes le SMIC à ce niveau-là, il faut que tu augmentes tout. Il faut que tu augmentes tous les plafonds des minima sociaux, tous les plafonds d'accès aux aides sociales, les plafonds d'accès à la CMU, tous les barèmes d'imposition, d'impôt sur le revenu vont augmenter, vont changer. Donc en fait, d'augmenter le SMIC à 2000 euros, ça fait juste servir à donner de l'oseille aux gens qui ne savent déjà, peut-être pour certains, pas gérer cet argent-là. On va augmenter tous les plafonds, on va distribuer de l'argent à gogo. Je comprends pas du tout la réflexion. J'arrive pas à comprendre la réflexion de ces candidats-là. 1800 et 2000 euros, c'est pas... J'arrive pas à comprendre la réflexion qu'ils ont. Est-ce qu'ils pensent juste... Je pense qu'ils pensent juste au fait qu'il y a des gens qui s'en sortent pas, il faut les aider, 1200 euros, c'est indécent, on peut pas vivre avec ça, ce qui est faux. Ça fait 2 ans qu'on fait des lives sur Twitch, presque 4 ans que je fais des lives où on parle argent, et que je vous dis que nous, on est smicards, et que on peut... Ah, attendez, je reviens. Je vais fermer la porte. Il y a du monde qui arrive à la maison. Et que, voilà, j'essaie de vous faire passer ce message-là. On peut, avec le SMIC, et vous le savez, si vous regardez mes lives argent, il y a plein d'abonnés, plein de témoignages de smicards et même de gens au RSA qui arrivent à mettre de l'argent de côté tous les mois. 20 euros, 50 euros, peu importe, ils mettent de l'argent de côté pour ensuite se faire des petits plaisirs, partir en vacances, voilà. On peut tous le faire. Et donc, d'avoir ces discours-là, d'augmenter le SMIC à 2000 euros, c'est-à-dire que il n'y a aucune réflexion qui va au-delà de ça. C'est juste, tu veux augmenter pour faire plaisir aux gens qui ne s'en sortent pas, mais après, qu'est-ce qui se passe après? Qu'est-ce qu'on fait de tout cet argent-là? Qui a le droit de toucher les APL après? Parce qu'à 2000 euros net par mois, t'as plus besoin d'avoir d'APL, je suis désolé. Tu vois? T'as plus besoin d'avoir d'allocation familiale. À 2000 euros net par mois, on supprime la CMU dans ce cas-là. Enfin, je veux dire, à 2000 euros net par mois, tu peux te payer une mutuelle. T'as 2000 euros net tous les mois, tu peux te payer une mutuelle. Quand t'es célibataire, tu te trouves une mutuelle à 40, 50 euros par mois. Tu peux te la payer maintenant, t'as plus besoin de la CMU. T'as plus besoin des allocations familiales, t'as plus besoin d'avoir 400 euros d'allocation familiale. Bah non, t'as 2000 euros net par mois. Tu vois ce que je veux dire? Donc, j'arrive pas à comprendre la cohérence de ces propositions-là. Je sais pas si vous pouvez réagir, parce qu'il y a peut-être des électeurs de Nathalie Arthaud, de Philippe Poutou là. Réagissez, faites-moi comprendre où est la réflexion. Voilà. Et à 2000 euros net par mois, tu vas payer des impôts, bien évidemment, hein, si on garde les mêmes tranches d'imposition. Donc il faut tout changer, enfin, voilà. Voilà. Il y a Rita qui dit « Pourquoi ne pas augmenter la prime d'activité? Comme ça, il n'y aura pas d'impact pour l'employeur. » Je suis d'accord aussi avec toi, c'est vrai que la prime d'activité, c'était une bonne idée qui... Et là, on n'en parle plus trop. Parce qu'effectivement, la prime d'activité, c'est clairement pris en charge par l'État.
Il n'y a pas de coût pour les employeurs, je suis d'accord avec toi Rita, et ça encourage le travail, et c'est très... c'est quelque chose qui, à mon sens, devrait être remis vraiment sur la table. Il y a Adeline qui dit la prime d'activité, ça ne devrait pas exister, on ne devrait pas avoir besoin d'aide, nos salaires devraient suffire. Adeline, ton salaire te suffit. Je persiste et signe. Un SMIC, Adeline, te suffit. Il faut cependant que tu regardes les lives argent, que tu n'hésites pas à lire le chat, Adeline, parce qu'il n'y a pas que moi qui donne des conseils, et vraiment, voilà. Voilà, vraiment, c'est la seule chose que je peux te dire, Adeline. Vraiment, regarde nos lives argent, vraiment. Si là, tu galères, que tu as des difficultés à la fin du mois, tu regardes les lives argent, on donne que des conseils concrets, on parle argent, on parle gestion de budget, et on peut tous s'en sortir avec le SMIC, ou même moins. Ou même moins. Je te dis, il y a des abonnés qui sont RSA, qui sont actuellement sans activité professionnelle, et qui me le disent tous les mardis. Moi, j'arrive à mettre un petit peu d'argent de côté, même si je gagne que 500 € par mois. Ok? Alors, il y a Marine qui dit la plupart des gens n'ont pas cette réflexion, ils voient juste les chiffres qui leur font envie, et ça suffit pour gagner des voix. Il y a Adeline qui dit ils achètent juste des voix, tout le monde sait que c'est pas possible une telle augmentation. Enfin, j'espère que tout le monde le sait. Bah justement, non, ouais. Effectivement, c'est vrai que, comme le dit Marine, il y a des gens, malheureusement, qui voient que ce chiffre-là et qui, hop, ils se jettent dessus, ils disent, ah tiens, je vais voter pour lui. Voilà. Voilà, donc c'est vrai que... Plein de gens n'ont pas la notion de l'argent, nous dit Aurélie. J'ai ma maman qui me disait hier que pour bien vivre, il faudrait 6 000 € par foyer. Ouh! Ah oui, ta maman, elle est balèze. Hein. Oh my god! Et moi, j'avais vu une fois un économiste, en pleine crise du Covid, qui disait que pour bien vivre, il avait fait plein de calculs comme ça. C'est un économiste, hein. Mais bon, voilà. Tous les économistes n'ont pas raison, selon moi. Et sont le E, parce qu'il y a plusieurs écoles. Et qui disait que pour vivre décemment, un Français devait au minimum avoir 1 800 € net par mois. Pour vivre décemment, hein. Il n'a pas dit pour se faire plaisir, pour partir en vacances, ou quoi. Il a dit pour vivre décemment. Et ensuite, il a continué son argumentaire en disant que, selon lui, pouvoir aller au restaurant, aller au cinéma, aller à Disneyland Paris, était, selon lui, économiste, quelque chose d'essentiel et rentrer dans la décence. Voilà, pour ça qu'il avait utilisé ce terme de décemment. Et donc pour lui, bah, il inclut, pour lui, c'est quelque chose d'essentiel et de primordial. Et j'ai trouvé ça très choquant et très dangereux hein, qu'un économiste dise ça à la télévision, de dire aux gens que c'est essentiel pour toi de pouvoir aller au restaurant ou aller au cinéma, c'est dangereux pour moi. Parce que du coup, tu fais... Et de même, les propositions de Nathalie Arthaud ou de Philippe Poutou, là on l'a vu, pour moi, c'est dangereux dans le sens où justement tu fais rentrer dans la tête des gens que pour avoir une belle vie, il faut que tu aies 1 800 € ou 2 000 €, il faut que tu puisses aller au restaurant, il faut que tu puisses aller au cinéma, et alors que pas du tout, c'est pas des choses qui sont essentielles, pas du tout, pas du tout, c'est même faire insulte aux pays plus pauvres que nous, qui n'ont pas du tout accès au cinéma, au restaurant ou autre, de leur dire que pour vivre décemment, il faut que je puisse aller au restaurant de temps en temps. Mais non, pas du tout. Pas du tout. Donc voilà, j'arrive plus à retrouver mon truc là. Ah, bah super, j'arrive plus à retrouver mon truc. Le site Le Monde me... Mais bon, de toute façon, on va pas passer sur un troisième point, parce que sinon on va pas finir. Alors, il y a Roulia qui dit c'est comme le mec qui disait qu'il faut une Rolex avant 40 ans pour réussir sa vie ou des conneries de ce genre. Oui, ah ouais, ça c'était un journaliste, je crois. Ouais. Il y a l'outre qui dit je suis d'accord avec toi, il faut adapter sa vie avec ce qu'on a. En vivant à Marseille et à Angers, j'ai une vie totalement différente et pourtant je m'en sortais à 1 200 €, aussi bien dans une ville que dans l'autre. Effectivement, si tu vis à Marseille ou que tu vis à Angers, tu n'as pas la même vie,
tu n'as pas les mêmes dépenses, mais par contre, ton salaire est le même, 1 200 € pour l'outre. Elle s'en sort, elle a juste choisi de changer son mode de vie. Et ben, je suis entièrement d'accord avec ce que tu viens de dire. J'essaie de retrouver quand même montant des salaires, voilà, on en était ici, et après on va clôturer là-dessus. Hop, on en était là. Et ensuite, pour revenir sur les salaires, on voit qu'il y a des propositions plus cohérentes pour la plupart des candidats, que ce soit Roussel, Mélenchon, Hidalgo ou Lassalle, ou Jadot, qui proposent voilà, un SMIC à 1004 ou à 1005, mais en soi, revaloriser le SMIC, à mon sens, c'est pas forcément quelque chose d'essentiel. S'ils le font, évidemment, personne ne va cracher dessus. Mais si on revalorise le SMIC, il faut surtout penser aux entreprises et aux coûts que ça va engendrer pour elles. Parce qu'une entreprise qui embauche 10 salariés au SMIC, elle peut absorber une augmentation du SMIC. Une entreprise, notamment les usines, qui embauchent 200, 300 personnes sur des chaînes de production, les Renault ou autres, ils ne sont pas tous au SMIC, mais voilà. Ou un supermarché, ou McDo par exemple, qui va embaucher plein d'étudiants au SMIC, Lidl, etc. Ces entreprises-là, ils ont beaucoup de salariés au SMIC, notamment les jeunes, les étudiants, une augmentation du SMIC, faut faire attention aux coûts que ça va engendrer pour les grosses boîtes. C'est pour ça que augmenter le SMIC, c'est pas forcément quelque chose de selon moi, d'essentiel et de primordial. Voilà. Pourquoi pas baisser les cotisations, voire exonérer les cotisations patronales sur les heures sup. Ça peut être intéressant. Mais le salaire de base, pour moi, l'augmenter, ça va... Il y a plus de désavantages que d'avantages. Défiscalisation, heures supplémentaires, tout ça, perso, moi, je suis favorable. Plus de primes. Primes défiscalisées, je suis favorable là-dessus. Remettre sur la table la prime d'activité. Donc là, c'est vraiment un coût qui va uniquement à l'État, hein, la prime d'activité. Ça aussi, c'est intéressant. Parce que ça permet aux gens de dire je travaille, j'ai mon salaire, mais en plus de ça, j'ai la prime d'activité. C'est bien, parce que ça te permet de te différencier du chômeur. Souvent, il y a des gens qui disent « Ouais, tu vois, moi, je suis au SMIC, je suis à 1 200 €. Lui, il est au chômage, il est à 1 200 € aussi. Hein » parce qu'il y a des chômeurs qui sont à 1 200 €. Hein. Et du coup, ça crée des inégalités. Et c'est pour ça aussi que la prime d'activité a été mise en place. C'est pour dire, le chômeur, il est demandeur d'emploi, il est en recherche d'emploi, il a 1 200 €, ok, mais il a rien de plus. Toi, tu es au SMIC, tu as 1 200 €, mais en plus de ça, tu as ta prime d'activité. Donc voilà, tu gagnes plus que le demandeur d'emploi. Tu as aussi accès à des primes, si ton entreprise verse des primes. Tu as peut-être un 13e mois que le demandeur d'emploi n'a pas, etc. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place sur les 3 quinquennats précédents, que ce soit Sarkozy, Hollande ou Macron, qui sont vraiment pas mal pour les salariés. Et je pense que cette année, cette présidentielle-là, il y aura de nouveau des choses très intéressantes. Et moi, j'ai hâte de voir ça. J'espère que ce petit live vous a plu. Je vais lire vite fait le chat là, en conclusion, parce que je vais vous lire quand même, je suis en retard là. Alors, le seul souci pour moi, c'est les loyers, nous dit Stella. Parfois, on te demande de gagner 3 fois le loyer en ville, généralement, et ça devient vite inatteignable. Alors ça c'est un autre sujet, je suis d'accord avec toi, Stella, c'est inacceptable de demander aux locataires de gagner 3 fois le loyer. D'ailleurs, il y a beaucoup de grandes villes qui encadrent maintenant les loyers, et il y a beaucoup de candidats qui réfléchissent à ce qu'on limite cette demande-là, de gagner 3 fois le loyer. Après, Stella, tu peux demander à tes parents d'être cautionnaires. Je sais que il y a des gens qui ont un peu honte de ça, etc. Mais voilà, si tes parents gagnent un peu mieux leur vie que toi, tu peux leur demander d'être cautionnaire, par exemple. Mais je suis d'accord, Stella, c'est scandaleux qu'on demande aux gens de gagner 3 fois le loyer. Hein. Ça, je suis d'accord. Hein. Alors, il y a Soso qui dit « Lorsqu'on est au RSA, factuellement, tu as de quoi payer ton loyer, ton chauffage, etc. Il suffit de faire attention à ce que tu manges et de ne pas être le pigeon des grandes marques, de tout simplement, Soso, de ne pas surconsommer. Si tu ne surconsommes pas,
tu peux t'en sortir. Il y a Adeline qui dit, c'est pas essentiel d'aller au cinéma ou d'aller au restaurant, mais pouvoir s'offrir une semaine de vacances, ça ne serait pas du luxe. Adeline, je t'invite encore une fois vraiment à regarder mes lives argent. Je te le redis vraiment avec toute ma bienveillance. Parce que Adeline, si tu mets 50 euros tous les mois de côté, tu as à la fin de l'année 600 euros. Avec 600 euros, tu peux partir en vacances. Tu peux. Si tu ne peux pas, que tu as besoin de 1200 euros, bah, tu attends 2 ans, tu auras 1200 euros. Et tu peux partir en vacances avec toute ta famille. Certes, tu ne vas pas aller très loin, mais tu peux cibler l'Espagne, le Portugal, les pays du Maghreb, les îles, Grèce, etc. Tu peux, avec un budget entre 600 et 1500 euros, partir en vacances. Et ça, c'est quelque chose que tu peux faire chaque année, en mettant 50 euros de côté tous les mois. Ça ne te permettra pas d'avoir une épargne, mais ça te permettra d'avoir de l'argent que tu as mis de côté, que tu utilises pour tes vacances. Alors, il y a Podims qui dit « L'économiste Angus Deaton a estimé en 2010 que le bonheur optimal serait atteint à 5000 euros net par mois. Ça me fait rire même si je comprends la démarche. » Moi, le bonheur optimal, honnêtement, si tu me donnes 5000 euros net, Podims, j'aurais trop. Donc, avec 5000 euros net tous les mois, je peux te dire qu'avec mon profil d'investisseur prudent, bon père de famille, investisseur long terme, etc., je peux te dire qu'avec 5000 euros net par mois, je te crée un empire. Un empire. Voilà, mes enfants, dans 20... Si là, tu me donnes aujourd'hui 5000 euros net tous les mois, du coup, pendant 20 ans, mes filles, à 20 ans, elles n'ont même pas besoin de travailler, parce que j'aurais créé un empire immobilier en bourse. J'aurais investi... Tu me donnes 5000 euros net par mois, j'en investis 3000. J'en investis 3000 tous les mois. J'en garde 2000. C'est bien plus que ce que je gagne actuellement. J'en garde 2000 pour vivre même pas. Pourquoi j'en garderais 2000 J'allais dire pour faire... Peut-être pour partir plus en vacances. Et j'en investis 3000. J'ai pas besoin. Hein. J'ai pas besoin des 3000 supplémentaires. Hein. Vraiment. Hein. Alors... Macron avait parlé de donner un revenu de base en cumulant APL, allocation familiale et primes d'activité. Mais ça n'est jamais arrivé. Ah bah oui, après Macron, il n'a pas pu faire tout ce qu'il voulait, ça c'est vrai. Il n'a pas pu faire tout ce qu'il avait envie, notamment la réforme des retraites. Alors. Merci Caro pour les +1. Merci beaucoup. Tout à fait d'accord avec toi, Loutre. Je gagne x2, mais je peux payer sans souci. Voire même mettre de côté. Ouais, mais tous les propriétaires n'acceptent pas malheureusement. Ah, mais je suis d'accord, hein, je suis d'accord. Hein. Personne n'arrive à gagner 3 fois le montant d'un... Si, après, ça dépend aussi, tu vois, Stella. Parce que si tu as un loyer à 700 euros, 3 fois le loyer, ça fait un salaire à 2000. Un salaire à 2000, il y a des gens qui ont des salaires à 2000 net. Mais après, je suis d'accord avec toi. Et pareil, pour des plus petites surfaces, des plus petits studios, bah voilà, des salaires des loyers à 500 euros, 600 euros. Ou à Paris, notamment si tu fais de la colocation, tu peux te loger à Paris pour 400 euros par mois, tu peux te loger à Paris, en colocation, bien évidemment. Donc le propriétaire va demander 3 fois le salaire. Bon, bah 400, 3 fois 4, 12, le SMIC, voilà. Si tu es SMICard, tu peux trouver une coloc à 400 euros. Mais je suis d'accord que ça reste ridicule. Un x2, ça me choque pas. Qu'on demande 2 fois le montant du loyer, ça me choque pas. Parce qu'on a tous... si on gagne pas 2 fois notre loyer... on a un reste à vivre très faible. Donc je comprends que le propriétaire ait peur. Par exemple, si tu as un loyer, que tu dois payer un loyer à 700 euros et que tu as 1200 euros de revenus parce que tu es au SMIC et que tu es célibataire, bien évidemment, le propriétaire va peut-être un peu tiquer. Même si, en fait, tu as les APL, tu as tout ça, tu as plein de choses à en prendre en compte, donc bon. Mais je suis d'accord, c'était là, hein, ça c'est... Attendons de voir en immobilier les propositions. Je vais essayer de les trouver pour la semaine prochaine. Je vais essayer de voir ce qui est proposé en immobilier. Et sur plein de choses. Voilà. La semaine prochaine, jeudi, on va continuer à parler de ça, d'analyser les propositions des candidats. Je vais voir sur quel point on va s'axer. Hein. Est-ce qu'on va parler de l'égalité homme-femme, de la violence faite aux femmes ?
des politiques familiales, les allocations familiales, on va peut-être parler de ça. Est-ce qu'on va parler immigration? Est-ce qu'on va parler sécurité? Est-ce qu'on va parler réforme? Chômage? Retraite? Voilà, il y a plein de sujets. Je vais voir, là on a parlé argent, SMIC. J'espère que ça vous a plu, je vous fais des gros bisous. Merci à tous, vraiment. Parce que c'est toujours un très bon moment. J'espère que parler politique, ça vous intéresse quand même sur ce format-là. Voilà. Je le mettrai sur YouTube, ça, assez rapidement. Je vais le mettre, les lives politiques. Du coup, il y en aura 4 ou 5 là à venir, seront sur YouTube tout de suite, très vite. Voilà. Très très vite, là, je vais les mettre en replay. Ça sera un petit bonus parce que ça m'intéresse. J'ai envie de partager ce format-là. J'ai envie de partager mon point de vue. Et les élections, c'est dans 6 semaines, plus ou moins. Donc voilà, il y aura 5 ou 6 lives du jeudi. On va parler de ça. Et j'ai passé un très bon moment. J'espère que vous aussi. C'est cool. Merci infiniment pour ce live. Dis Loutre, merci à toi. Merci Jus. C'était très bien. J'espère que j'ai pu vulgariser un peu. Et que j'ai pu vous intéresser. Et que je vous intéresserai sur tous les jeudis à suivre. Allez, gros bisous. Passez une très bonne journée. Merci à tous ceux qui sont réabonnés. Et à mardi, du coup. À mardi, pour le live argent. Mardi 10h. Envoyez-moi vos questions. Envoyez-moi vos questions argent que je traiterai mardi prochain. Gros bisous et merci à tous. Ciao, 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 ciao. Merci, merci.